Chers amis, bonjour. Bienvenue pour cette troisième conférence, consacrée cette fois aux États-Unis. Et après avoir examiné la Russie, puis le Liban, la catastrophe libanaise qui nous fait tant de peine, et avant d'examiner l'Arménie, un sujet également douloureux, il faut aujourd'hui examiner le problème de l'hégémonie américaine. Assistons-nous à la fin de l'hégémonie américaine? Oui ou non? L'Amérique a dominé le monde pendant un certain temps. Et aujourd'hui, on peut se poser la question sur la pérennité de cette hégémonie. Et donc, il faut s'interroger sur cette question, la fin de l'hégémonie américaine. Et donc, cette fin de l'hégémonie américaine, elle est bien mise avec un point d'interrogation parce que ça n'est pas établi. Elle est toujours réelle. L'Amérique est le plus grand pays du monde, non pas sur le plan géographique, ça c'est la Russie, non pas sur le plan démographique, loin de là, mais sur le plan économique et militaire. On peut résumer ça de ces deux façons, économique et militaire. L'Amérique domine le monde. Pourquoi domine-t-elle le monde? Comment l'a-t-elle dominé? Et c'est là où, comme toujours, il faut retourner aux origines. Les origines sont toujours importantes. Si on étudie la France, on va se pencher sur le baptême de Clovis, sur Hugues Capet, sur ce qui a fait la France. Pareil pour d'autres pays. Certains, c'est peut-être moins important, l'Allemagne, l'Italie, dont l'unité a été faite qu'au XIXe siècle, par exemple. Mais les États-Unis, l'origine, qui est récente, est beaucoup plus importante que dans bien d'autres pays, parce qu'elle a façonné ce pays. L'origine, ce sont les pères pèlerins, ce que les Américains appellent les Pilgrim Fathers. Eh bien, ces Pilgrim Fathers, qui étaient-ils? C'étaient des protestants puritains qui venaient essentiellement d'Angleterre et de Hollande, deux pays éminemment protestants de l'Europe occidentale, les pays où le protestantisme a peut-être le mieux pris, et en tout cas a pris sa forme la plus dure, la plus sectaire, la plus militante, la plus politique aussi. C'était des rigoristes protestants, des puritains. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas complètement venus de leur plein gré aux États-Unis. C'est une chose qu'on ne dit pas assez souvent. En réalité, ces pères pèlerins, ces Pilgrim Fathers, étaient des gens qui étaient considérés dans leur propre pays, Angleterre et Hollande principalement, comme insupportables. Ils étaient insupportables parce que c'était jamais assez. C'était jamais assez dans le rigorisme, jamais assez dans le puritanisme, jamais assez dans toute la doctrine, on va appeler ça luthéro-calviniste en quelque sorte. Il faudrait rentrer dans les détails, mais c'est pas l'objet de la conférence. Il faudrait une conférence sur le protestantisme qui serait passionnante, mais c'est un autre sujet. Mais en réalité, ces gens n'étaient plus à l'aise en Angleterre et en Hollande, qui pourtant étaient des pays extrêmement durs. Si vous allez vous promener un jour à Amsterdam, par exemple, ce que je vous recommande, c'est très intéressant, Amsterdam, eh bien, vous entrez à un moment donné dans une maison bourgeoise, le dernier étage d'une maison bourgeoise qui est restée célèbre et qu'on visite parce que c'est là qu'il y avait des messes catholiques clandestines. Dans Amsterdam, vous avez une chaire qui est démontable. C'est un spectacle amusant de voir une chaire qui se monte et qui se démonte. Évidemment, elle n'est pas immense. Mais on s'aperçoit à ce moment-là de la dureté du protestantisme. Lorsqu'il a pris le pouvoir en Hollande, la messe catholique était interdite, tout simplement. Et en Angleterre, la répression contre les catholiques qui ont refusé d'adhérer à l'anglicanisme, vous connaissez tous l'exemple célèbre de Thomas More, saint Thomas More, eh bien, de la même façon, il y a eu une répression terrible. Et alors, pour ces gens, pour ces Pilgrim Fathers, ça n'était jamais assez. Et pourtant, ça a été très loin. Et donc, au bout d'un moment, les autorités anglaises et hollandaises ont signifié à ces gens, écoutez, puisque vous n'êtes pas contents, allez donc dans cette terre promise dont on parle tant. Et c'est une autre chose qu'il faut bien comprendre. Non seulement la mentalité des gens qui sont allés, des pèlerins, des pères pèlerins, cette mentalité-là, mais aussi le fait que l'Amérique, cette terre vierge, peuplée d'Indiens, mais comme vous le savez, ils les extermineront, peuplée d'Indiens, eh bien,
sans civilisation finalement, parce qu'il est vrai aussi que les Indiens, si c'était des amoureux de la nature, ils n'ont rien laissé sur le plan civilisationnel. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, c'était connu ça au XVIIe siècle en Europe. Tout le monde savait que l'Amérique, c'était d'immenses terres vierges qui allaient probablement, même sûrement, de l'Atlantique au Pacifique et qui ne demandaient qu'à une chose, c'était d'être développées, enrichies. Et donc, dans les milieux protestants, notamment de ces deux pays, l'Angleterre et la Hollande, et puis d'autres après, les pays scandinaves aussi viendront se greffer là-dessus, vous aurez une grande immigration suédoise ou norvégienne, eh bien, ils se diront, il y a une nouvelle Israël à construire, une nouvelle Israël. Jérusalem, la deuxième Jérusalem, nous attend là-bas. Et donc, c'est un côté mystique du protestantisme, le plus mystique du protestantisme, qui va émigrer aux États-Unis, ce fameux bateau, le Mayflower. On a tous entendu parler de ça dans nos cours quand nous étions jeunes. Eh bien, c'est la réalité. Ce Mayflower qui sera suivi de centaines, de milliers d'autres bateaux qui viendront peupler cette terre américaine, peuplée d'hommes blancs, protestants, puritains et, j'ose le dire, fanatiques. Et puis, le temps va passer, des décennies vont s'écouler et les pères fondateurs vont faire leur apparition. Pourquoi les appelle-t-on les pères fondateurs? Parce que ce sont eux qui vont être à l'origine de la guerre d'indépendance américaine. Et cette guerre d'indépendance américaine va leur permettre de se débarrasser du joug anglais, qui n'était pas un joug monstrueux, mais enfin c'était une colonie anglaise. Et donc un jour, les colons américains, issus donc de cette Europe. Alors c'était un petit peu diversifié, mais attention, on est toujours dans cette immigration très protestante. On n'est pas encore dans l'immigration qui viendra d'Europe centrale ou d'Italie, qui sera si célèbre ensuite, si abondante, ou irlandaise. On n'est pas du tout dans ce concept-là. Cette immigration italienne, irlandaise, immigration catholique finalement, viendra au 19e, 20e, mais pas encore à cette époque-là. 17e, 18e, c'est une population très homogène, blanche, protestante, puritaine. Et là, vous avez un certain nombre de personnes, George Washington en tête, bien évidemment, qui veulent prendre leur indépendance. Alors, pourquoi veulent-ils leur indépendance? C'est un mouvement naturel qu'on voit souvent en histoire, tout au long des siècles, en géopolitique, on étudie ça, bien évidemment. Mais attention, il y a toujours dans cette dimension américaine, la dimension religieuse. Il faut bien avoir ça en tête, il ne faut jamais oublier cela. Si on veut comprendre comment fonctionnent les États-Unis, comment ont fonctionné les États-Unis, et encore maintenant, on le verra à la fin, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, ce point de départ religieux, protestant, messianique, ne pas oublier ça, eh bien, est à la base de la construction des États-Unis. On ne peut comprendre le fonctionnement des États-Unis que si on a bien en tête que ce sont des protestants. Et c'est très important de comprendre ça. Quand je dis ça à des jeunes, quelquefois, certains me disent, mais au fond, catholiques, protestants, orthodoxes, on est très proches, on croit au même Dieu. Oui. On peut dire beaucoup de choses sur le sujet, mais dans la mentalité, c'est très différent. Vous avez un catholique qui fait faillite dans son entreprise, c'est malheureusement d'actualité, eh bien, ne va jamais penser qu'il a fait faillite parce qu'il a péché. Un protestant va penser qu'il a fait faillite parce que Dieu ne l'aime pas et qu'il a péché. Au contraire, si les affaires vont bien, si l'entreprise est prospère, le protestant va penser que Dieu bénit ses affaires, même si c'est un fiefé coquin qui a volé son associé pour arriver. Eh bien, puisque ses affaires marchent, c'est que Dieu le bénit. Un catholique, si ses affaires marchent, il ne va pas forcément penser que Dieu le bénit. Il se dit, j'ai bien travaillé, c'est bien, mais attention, restons prudents, continuons à travailler, et ça ne retire rien au fait que je suis un pécheur. Et donc, cette grande différence de mentalité catholique et protestante va façonner d'abord le monde occidental, parce qu'à ce moment-là, le monde est divisé finalement entre les trois religions chrétiennes. Le monde musulman existe très très peu. Et donc cette différence entre catholiques et protestants est essentielle pour comprendre comment s'est construite l'Amérique. Et donc, cette construction américaine se traduit par beaucoup de symboles.
Vous avez bien sûr le symbole de Washington, qui a donné son nom à la capitale des États-Unis, mais j'ai tenu à vous montrer Rushmore. Pourquoi Rushmore? C'est très intéressant, Rushmore. Il n'y a qu'en Amérique qu'on peut voir un truc pareil. Généralement, si on façonne dans la roche, dans les falaises des personnages, ce sont des personnages religieux. Vous avez des sculptures chrétiennes, bouddhistes, confucianistes, spectaculaire, pas musulmane pour les raisons que vous connaissez, mais façonner des hommes de cette façon-là, c'est assez étonnant. Donc, de gauche à droite, je vous les présente, ce sont les plus célèbres de ce qu'on a appelé les pères fondateurs, c'est-à-dire à gauche, donc, George Washington, le héros de la guerre d'indépendance américaine, qui s'est donc traduit par l'indépendance américaine à la suite de cette guerre, 1787, 8, 9, où les Français, d'ailleurs, ont une part très, très, très importante. Vous avez peut-être vu le film de Mel Gibson, Le Patriote, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. Vous avez à côté Thomas Jefferson, qui est le contemporain de George Washington, qui a bâti la Constitution américaine. Ensuite, vous avez Theodore Roosevelt, le président des États-Unis à partir de 1901. On a sauté un siècle, mais c'est celui qui va promouvoir finalement l'hégémonie américaine. Et puis, tout à fait à droite, vous l'avez reconnu, Abraham Lincoln, qui est aussi gai sur cette falaise qu'il était gai dans la vie et qui est donc le vainqueur de la guerre de sécession. Et donc, Rushmore, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que pour les Américains, vous avez les pères fondateurs et puis à l'origine, les pères pèlerins et tout ça matiné de la nouvelle Israël, la nouvelle Jérusalem à construire. Avec une phrase très importante, une expression très importante, la destinée manifeste. J'anticipe un peu trop sur Monroe. La destinée manifeste. Qu'est-ce que la destinée manifeste? Depuis le début, des gens comme les pèlerins, puis George Washington, Thomas Jefferson et tous ces contemporains-là, donc tous ceux du 18e et du 17e, sont convaincus d'une chose, c'est que l'Amérique, la future Amérique, a un rôle fondamental à jouer. Elle a une destinée manifeste. Et cette destinée manifeste, qu'est-ce que c'est? Ça va consister à apporter le bien à l'humanité. Nous sommes investis d'une mission spéciale. Nous devons faire une nouvelle Israël, une nouvelle Jérusalem qui sera en Amérique et qui fera la jonction avec Israël. On dit souvent, c'est une parenthèse sur la géopolitique actuelle, que les Américains sont très pro-israéliens parce qu'il y a un lobby juif considérable aux États-Unis qui ne permet pas à un président d'être élu s'il n'a pas les voix de ce lobby juif. Ça n'est pas faux, mais c'est partiel. C'est partiel parce qu'il y a aussi, et notamment chez les évangéliques américains, qui ne sont pas juifs, les évangéliques américains considèrent que lorsque le Christ reviendra sur terre, il reviendra à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'ils ont poussé Donald Trump à faire de Jérusalem la nouvelle capitale d'Israël, contrairement à tous les traités internationaux qui avaient été signés sur ce sujet-là, où la capitale devait rester Tel Aviv et Jérusalem devait rester une ville internationale. Et la volonté de faire de Jérusalem la nouvelle capitale d'Israël, c'est pour rentrer dans ce messianisme protestant, dans ce messianisme que portent aujourd'hui les évangéliques américains, qui sont les successeurs directs non seulement de nos amis de Rushmore que vous voyez là, mais aussi des pères pèlerins du début, du Mayflower. Eh bien, tous ces gens-là considèrent qu'il y a une mission particulière, qu'il y a une destinée manifeste des États-Unis, de ce futur État, pour dominer le monde. C'est très important. Alors, George Washington, avant d'arriver à Monroe, qui va redéfinir la politique étrangère américaine, George Washington, qui avait défini cette destinée manifeste, mais il n'était pas le seul, loin de là. Il emploiera d'ailleurs une autre expression, comme d'autres, qui est l'exceptionnalisme. Mais ça revient à peu près au même. Nous avons une destinée manifeste et il y aura l'exception américaine. Dès le début, ils sont habités de leur mission messianique, protestante, divine, pour apporter le bien sur terre et l'apporter éventuellement par la force, on le verra plus tard, au début par la douceur, puis petit à petit par la force. George Washington va définir la politique étrangère américaine d'une façon assez réductrice dans un premier temps, pas forcément isolationniste. C'est la conséquence. On dit trop souvent que les Américains ont été très longtemps isolationnistes. C'est un peu exagéré, il faut nuancer les choses. Ils ont eu des phases isolationnistes, mais dans le fond, il y a toujours eu cette idée de destinée manifeste qui faisait qu'un jour ou l'autre, ils étaient appelés
à dominer le monde. Mais George Washington, qui était un homme fort intelligent, avait considéré qu'il fallait d'abord que l'Amérique bâtisse sa propre puissance, c'est logique. Et le jour où nous serons prêts, peut-être que. Mais dans un premier temps, ne nous occupons pas du reste. De toute façon, on est à la fin du XVIIIe, la domination de l'Europe est écrasante, elle est anglaise dans un premier temps, mais elle est aussi française, elle sera allemande, et même s'il n'y a pas encore l'unité de l'Allemagne, il y a quand même la grande puissance allemande que l'on sent. Et puis il y a la Russie, ça n'est pas rien non plus. Et donc, ils savent très bien que c'est l'Europe qui domine le monde, et de loin, et encore pour longtemps. Donc, dans un premier temps, l'Amérique doit se consolider, se solidifier. Et donc, il ne faut pas trop s'occuper des affaires extérieures. Et donc ensuite, vous allez avoir en 1832, je saute 40 ans, avec ce président qui va redéfinir la politique américaine. Il ne renie pas les propos de George Washington, ça, on ne renie pas les propos des pères fondateurs. On va dire qu'il les affine, qu'il les développe et qu'il leur donne une consistance un tout petit peu plus impérialiste, mais à peine. On va se contenter du continent américain. Parce que vous savez, le continent sud-américain et centra-américain a été colonisé par les puissances européennes, en tête l'Espagne et le Portugal. Ça leur a permis de dominer le monde, d'ailleurs, au XVe, XVIe, même encore au XVIIe siècle. Mais là, le flambeau passe à la France, sous l'impulsion de cet immense roi que fut Louis XIV. Mais, au bout d'un moment, cette puissance européenne commence à diminuer, et puis le XIXe siècle semble propice à un envol de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale vers une indépendance. Et donc, il y a des aspirations nationalistes qui commencent à apparaître assez fortement dans tous ces pays d'Amérique du Sud qui ensuite ont conquis leur indépendance. Et donc, Monroe va être le premier à dire, l'Amérique, le continent américain, pas seulement l'Amérique du Nord, mais le continent américain, y compris l'Amérique du Sud, eh bien, ce continent américain doit rester finalement sous influence américaine, qui est encore très, très parcellaire. Mais il va définir une chose importante, les Européens, maintenant, ça suffit, avec leur politique coloniale, ils n'interviennent plus en Amérique du Sud. Nous interdisons toute propagande coloniale, toute influence coloniale, toute expédition coloniale dans ces pays d'Amérique du Sud. Nous, on regarde ça sans encore nous-mêmes intervenir, mais le colonialisme, c'est terminé. Ils sont de toute façon par nature anticoloniaux, à une exception près qu'on verra tout à l'heure, ils ont toujours été anticoloniaux, parce que, évidemment, eux-mêmes étaient une colonie anglaise et ils se sont libérés de leur colonie anglaise. Et il ne faut pas croire que tout est cynisme chez les Américains. Ça l'est devenu beaucoup à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Mais à l'époque, il y avait une certaine sincérité, même une sincérité certaine dans cette approche qui consistait à dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce que après Wilson développera au cours de ses 14 points pendant la Première Guerre mondiale. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce sont les Américains qui inventent et développent cette notion, et le colonialisme européen, notamment français et anglais, en Afrique du Nord et en Afrique noire, les choquera toujours beaucoup, même si eux-mêmes, en effet, succomberont à la tentation. Donc, Monroe développe ça. Les Européens s'occupent de l'Europe et ils ne s'occupent plus de l'Amérique. Ils n'ont plus droit de citer. Il va y avoir un grand ébranlement en Amérique. La guerre de sécession reste l'acte fondateur, l'acte 2 de la naissance des États-Unis. L'acte 1, c'est la guerre d'indépendance, c'est George Washington et c'est Thomas Jefferson. Et l'acte 2, c'est la guerre de sécession. La guerre de sécession, il ne faut pas s'y tromper. C'est une guerre de civilisation, c'est une guerre idéologique. Bien sûr, il y a l'esclavage comme toile de fond. C'est un peu plus ambigu que ça, parce qu'on s'aperçoit que des tas de pères fondateurs, Thomas Jefferson, par exemple, avaient eux-mêmes des esclaves dans leur plantation, puisqu'ils-mêmes étaient de Virginie. Et donc, toutes ces grandes plantations pouvaient vivre grâce à l'esclavage. Et donc, il y a eu un choc de civilisation qui s'est fait entre ce sud esclavagiste, mais agricole, et ce nord non esclavagiste, mais industriel. Sa contrainte n'était pas la même. On en a fait au bout d'un moment une guerre idéologique, parce que le Sud a bien compris qu'il ne pourrait pas vivre avec le Nord. Et donc, ils ont voulu faire sécession, c'est-à-dire se séparer des États-Unis.
Et donc, en 1861, ils proclament leur indépendance. Vous avez plusieurs États qui décident de se séparer du reste. Vous les avez là, la Confédération des États du Sud. C'est pour ça qu'on appellera ces combattants sudistes les confédérés, parce qu'ils viennent de la Confédération des États du Sud. Vous voyez le drapeau planté là, sur la Floride, et le drapeau des États-Unis, drapeau actuel, planté sur le Michigan. On est là, deux États extrême nord, extrême sud, et tout ça va s'affronter au cours d'une guerre terrible. C'est la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, beaucoup plus que la première et la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été terrible, le Sud a gagné au début, vous connaissez l'histoire, le Nord a gagné à la fin. Tout ça est raconté dans cet admirable roman dont je vous recommande la lecture, qui est Autant m'importe le vent, que j'ai mis récemment sur mon blog littéraire, qui s'appelle Les Livres d'Antoine. Je m'excuserai de cette publicité gratuite en passant. C'est un roman admirable. Le film est extraordinaire, bien sûr, avec Clark Gable. Mais le roman est magnifique, magnifique, et il est plus riche que le film. Donc, je vous recommande vraiment de lire ça. Et c'est passionnant parce qu'on comprend très bien l'abîme qui, à ce moment-là, existe entre nordistes et sudistes. Ils se détestent d'une façon telle qu'on se dit, mais comment pourront-ils vivre ensemble ensuite? Et c'est sûr que si les sudistes avaient gagné, la face du monde en eût été changée, et c'est pour ça que les nordistes, qui avaient très bien compris ça, ont dit on ne pourra jamais tolérer cette sécession, parce que sinon, la destinée manifeste est remise en cause, parce que sinon, nous ne pourrons pas dominer le monde. On sera amputé de forces vives tellement importantes que ce sera beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, et je crois que de ce point de vue-là, ils avaient raison, la face du monde en eût été changée. Mais les nordistes ont gagné et l'Amérique va pouvoir commencer son vrai développement sur le continent américain. Elle ne s'occupe pas encore beaucoup de l'Europe, elle ne s'occupe pas encore beaucoup de l'Asie, mais attention, ça va venir. La première grande étape de l'expansion, c'est le canal de Panama. C'est très intéressant comme histoire, le canal de Panama. Vous savez que dans un premier temps, ce sont les Français qui s'en sont occupés, comme le percement du canal de Suez avec ce bon Ferdinand de Lesseps, ça avait très bien marché. C'est une opération spectaculaire sur le plan technique, financièrement plus compliqué, mais techniquement vraiment très très remarquable. Ferdinand de Lesseps était de ce point de vue-là une sorte de génie. Eh bien, avec son ami Gustave Eiffel, on retrouve les grands hommes de la fin du 19e, il va tenter ce percement du canal de Panama, mais avec qui? Pas avec les Américains, ça leur appartient pas du tout, ça appartient à la Colombie. Panama n'existe pas. Panama est une création américaine liée au canal. Donc, si vous regardez une carte, vous verrez la Colombie. Eh bien, dans le prolongement de la Colombie, vous avez Panama, le canal de Panama. Eh bien, on a signifié aux Colombiens qu'on allait leur racheter cette région-là. Les Américains ont dit ça aux Colombiens. Les Colombiens ont refusé. Et donc, les Américains commencent à inaugurer ce qu'ils ont su si bien puis si mal faire par la suite, c'est-à-dire susciter un coup d'État. Et donc, vous avez des nationalistes panaméens, il faut y croire, c'est-à-dire en réalité des gens payés par les services secrets américains qui commençaient là leurs premières armes pour susciter une révolte nationale à Panama pour que la Colombie s'en aille. Et une fois que le canal avait échoué en France, il y avait eu des tas de scandales financiers. C'est une histoire très complexe, l'histoire du canal de Panama, dans laquelle la moitié des parlementaires ont été compromis, étaient tous achetés, Clémenceau en tête d'ailleurs. Il a réussi à s'en relever, mais c'était pas évident parce qu'il a vraiment beaucoup touché dans l'histoire. Eh bien, finalement, il y a eu une faillite, ce sont comme d'habitude les petits porteurs qui ont été exterminés, rassurez-vous, les députés s'en sont tous sortis, les ministres encore plus. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, on a revendu les parts aux Américains et les Américains ont pu se lancer dans la construction du canal de Panama. C'est la première fois qu'on crée en quelque sorte, que les Américains provoquent une révolte nationaliste pour servir leurs propres intérêts et ils vont passer en la matière comme des maîtres stratèges. Et donc ce canal de Panama, c'est extrêmement important. Imaginez, jusqu'à présent, on était obligé de faire le tour, celui qui avait inauguré Magellan, Vasco de Gama et tous les autres, par l'Amérique du Sud, vous imaginez le détour. Et donc évidemment, pour l'Amérique, qui a une vue sur l'océan Atlantique et sur l'océan Pacifique, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, je vous l'avais dit pour la Russie, lors pas la précédente conférence, mais la toute première, la Russie a une position stratégique, géopolitique
absolument privilégiée, mais les Américains sont pas mal lotis non plus, avec une immense fenêtre sur l'Atlantique et une immense fenêtre sur le Pacifique. Encore fallait-il qu'il y eût un canal, et donc ça a été l'opération du canal de Panama, et ils ont pris ces terres aux Colombiens qui, de toute façon, vu la différence déjà de puissance militaire, n'avaient pas trop le choix. Un homme va rentrer en scène, Theodore Roosevelt. Il est très important. Theodore Roosevelt, d'ailleurs, vous vous rappelez, il est à Rochemort, ce n'est pas pour rien. Et Theodore Roosevelt, lui, est une sorte de néoconservateur avant la lettre, d'interventionniste. Et lui considère que la présence d'Européens près des États-Unis, c'est insupportable, et il y a Cuba qui est espagnol. Comme en plus c'est un protestant fanatique et qu'il déteste les catholiques et que les Espagnols sont catholiques et que Cuba est catholique, ça l'agace prodigieusement. Donc il milite beaucoup pour que l'Amérique intervienne pour chasser les Espagnols de Cuba et au-delà, comme les Espagnols sont présents dans les Philippines, faire leurs premières incursions vers l'Asie, vers ce lointain océan Pacifique proche de l'Asie et donc chasser également les Espagnols des Philippines. Et vous allez avoir une expédition militaire qui va être un mélange de guerre commerciale, chasser les Espagnols de Cuba et surtout des Philippines, dont l'enjeu commercial est beaucoup plus important que celui de Cuba, mais en même temps matinée d'une idéologie profondément protestante. Si on combat les Espagnols, c'est aussi parce que ce sont des catholiques. Et c'est très intéressant de noter que cette affaire de guerre contre les Espagnols à Cuba et aux Philippines a lieu en 1898. Theodore Roosevelt n'est pas encore président, il ne le deviendra qu'en 1901. Et figurez-vous que c'est lui, dans sa volonté, c'est pour ça qu'il est tant honoré aux États-Unis, dans sa volonté hégémonique très forte, très précoce, c'est un tournant dans la construction de l'hégémonie américaine, va lui-même prendre, alors qu'il est ministre, il va lui-même prendre la tête, il est aussi officier de réserve, ce qui aide, la tête donc d'un corps expéditionnaire composé de volontaires américains qui vont suppléer l'indigence de l'armée américaine qui est à peu près nulle à cette époque-là. Et donc ce sont eux, tous ces volontaires que vous voyez, qui vont battre les Espagnols à Cuba et aux Philippines. Les Espagnols auront des milliers de morts, les Américains moins, mais les Américains étaient à côté, les Espagnols étaient très loin, la plupart des morts espagnols sont morts de maladie, et donc les Espagnols, dont la puissance était, il faut le reconnaître aussi, très déclinante, ce qu'avait très bien compris Theodore Roosevelt, et donc la victoire est assez facilement remportée par les Américains. Il y avait tout un camp encore isolationniste aux États-Unis qui ne voulait pas de cette guerre, et fort opportunément, vous avez un croiseur américain dans le port de la Havane à Cuba qui explose une nuit, il y a 250 morts ou 300 morts marins américains. Et on s'est beaucoup demandé à ce moment-là qui avait fait le coup. Donc évidemment, tout le camp interventionniste mené par Theodore Roosevelt dit ce sont les Espagnols qui ont coulé notre bateau, il faut venger nos 300 morts, intervenons. Aujourd'hui encore, c'est assez intéressant, ça nous donne des idées pour des tas d'autres sujets. Eh bien, figurez-vous que l'affaire n'est toujours pas tranchée. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ce soit une provocation américaine, c'est-à-dire qu'ils aient provoqué la destruction de leur propre bateau, quitte à tuer des centaines de marins qui n'y pouvaient mais on n'est pas sûr non plus que ce soit pas les Espagnols, on n'est pas sûr non plus que ce soit pas accidentel. Alors comme ça, c'est réglé, c'est quand même assez étonnant. Quand on se dit cette affaire-là, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on le saura un jour. Je pense aux attaques chimiques, guerre en Syrie, ou je pense à beaucoup de provocations qui ont eu lieu au Kosovo, dans les pays Balkans, en Ukraine récemment. C'est toujours intéressant. On se dit, ouais, ce truc-là, c'est pas très clair. On le saura bientôt. Ben non, vous voyez, on ne sait pas toujours bientôt. C'est très intéressant à observer. 1898, eh bien, on n'a toujours pas la réponse avec certitude sur ce bateau qui a coulé. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir examiné, de l'avoir remonté, d'avoir envoyé des centaines d'hommes grenouilles. C'est une affaire, de ce point de vue-là, extrêmement intéressante et ça doit nous apprendre l'humilité face au mouvement de l'histoire. Quoi qu'il en soit, les États-Unis s'installent maintenant dans une sorte d'hégémonie. Ils ont chassé les Espagnols de Cuba, des Philippines, et la Première Guerre mondiale arrive. La Première Guerre mondiale arrive, au début, ils n'ont pas tellement de raison d'intervenir. Et puis, fort opportunément, vous allez avoir un bateau américain coulé par les Allemands, plusieurs centaines de morts. Ce coup-là, on sait quand même que ce sont les Allemands qui ont fait le coup. Ça, là-dessus, il n'y a aucune, c'était le Lusitania, il n'y a aucune incertitude sur le sujet. Et donc, petit à petit, l'idée se fait jour d'intervenir
en France. Alors on va habiller ça de Lafayette, nous voilà, les services rendus par la France qui nous a permis de devenir libres. Bon, tout ça, il ne faut pas accorder trop d'importance à ce folklore qui n'intéressera que les lecteurs moyens des journaux américains de l'époque. Mais fondamentalement, c'est aussi un autre tournant. On se dit peut-être au fond que c'est le moment de prendre un petit peu plus d'importance. On sent bien, là on est au début du XXe siècle, l'Angleterre commence à faiblir un peu, la révolution industrielle qu'il a portée tout au long du XIXe et qui lui a permis de dominer le monde, patine un petit peu. La France, bon, c'est beaucoup affaibli. Elle s'est pris quand même une raclée, hélas, par les Prussiens en 1870. Et la puissance de l'Allemagne inquiète un peu l'Angleterre, et l'Angleterre à ce moment est très proche des États-Unis. Bref, il y a 1000 raisons géostratégiques pour que les Américains interviennent. Donc Wilson envoie son corps expéditionnaire. En 17-18, donc les Français auront beaucoup moins de pertes parce que le général Pétain, très sagement, dira « j'attends les Américains, j'attends les chars et les Américains ». Dira-t-il, ce qui évitera toutes les folles offensives de 1915 ou de 1917 du trop célèbre général Nivelle qui ont tué des centaines de milliers de braves Français pour finalement à peu près rien. C'est dramatique à dire, mais c'est comme ça. Ça n'empêche pas que c'était des héros, mais vraiment, on aurait dû fusiller plus de généraux et moins de fantassins. Bref, quoi qu'il en soit, Woodrow Wilson comprend très bien que c'est le bon moment pour intervenir et pour que l'Amérique, peut-être, commence à prendre la relève pour dominer le monde et enfin accomplir cette destinée manifeste. Alors, cette Première Guerre mondiale se passe, l'entre-deux-guerres arrive, l'Amérique est freinée, il y a la crise de 29. Alors là, c'est terrible, la crise de 29 aux États-Unis, c'est le pays certainement le plus touché, parce qu'il est en pleine expansion, et donc il est fracassé par le fameux Black Thursday, le jeudi noir à Wall Street, en 1929, et il faudra la Seconde Guerre mondiale pour relancer la croissance américaine. Ça mettra 2-3 ans à se répandre chez nous, et chez nous aussi, les années 32, 33, 34 sont terribles de ce point de vue-là. C'est vraiment, c'est la déflation, c'est-à-dire baisse de tout, baisse des prix, baisse des revenus, et baisse de tout sauf du chômage. Et donc, ça se passe très mal. L'Amérique est très en difficulté à ce moment-là, et ce qui va la sauver, la Seconde Guerre mondiale arrive. Et la Seconde Guerre mondiale, il faut bien en avoir conscience, c'est du pain béni pour les États-Unis. En nombre de morts, ils en auront beaucoup moins que tous les autres, en tout cas que les deux voisins que vous voyez autour de Franklin Roosevelt. Au milieu, vous avez donc Franklin Roosevelt, vous le voyez très abîmé, très fatigué, il mourra quelques semaines après la conférence de Yalta. Vous voyez à droite le très sympathique Joseph Staline, qui va extorquer la moitié de l'Europe à Franklin Roosevelt, et à gauche Churchill qui passera Yalta à faire des reproches à Franklin Roosevelt en disant « mais arrête de concéder autant à Staline, il se moque de toi ». Et donc Staline, évidemment, a profité de la faiblesse de Roosevelt qui dominait militairement tellement Churchill que, évidemment, c'était Roosevelt qui décidait. Et Churchill était très amer de ces concessions invraisemblables qui ont été faites à Staline, parce que non seulement on lui a livré la moitié de l'Europe, mais y compris, par exemple, des Cosaques qui avaient fait partie de l'armée Vlasov contre les Soviétiques. C'est vrai, ils étaient avec les Allemands contre les Soviétiques. Lorsqu'ils se sont rendus aux Anglais, Roosevelt a donné l'ordre à Churchill de livrer tous ces Cosaques à Staline, qui les a tous fusillés et pendus. On n'était pas obligé d'aller aussi loin dans la servitude auprès de Staline. Il y a une pièce très amusante de Vladimir Volkov qui s'appelle Yalta, où il raconte ça, il raconte ce dialogue entre tous les trois. Il arrive à faire de l'humour sur un sujet quand même épouvantable, tellement la mainmise de Staline, grâce à la complicité de Roosevelt sur l'Europe de 1945, fera des morts. Mais en attendant, on arrive à ce point d'orgue de 1945 où l'Amérique la domine totalement le monde. Parce que, c'est vrai, la guerre froide va commencer avec l'Union soviétique qui est puissante sur le plan militaire et sur le plan aussi technologique. On oublie ça souvent, mais les Russes, comme avant l'Union soviétique, ont toujours eu des ingénieurs de très haut niveau, des mathématiciens de très haut niveau. Pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés à la dissidence russe, moi j'ai beaucoup suivi ça dans les années 70, 80, attendant avec impatience, angoisse,
la chute un jour de ce régime honni qui était le régime soviétique, c'était très frappant de voir que parmi les dissidents, bien sûr, il y avait Solzhenitsyn qui n'était pas un scientifique, mais vous aviez énormément de scientifiques. Le monde scientifique russe est un monde en soi, un monde d'une très grande richesse. Et donc, Staline avait pour lui une immense armée, même si elle avait beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il restait beaucoup d'effectifs, c'est un très grand pays avec beaucoup de monde, et puis également une ingénierie hors du commun. Et donc cette guerre froide qui va commencer ne va pas empêcher l'Amérique de largement dominer le monde à ce moment-là. Et vous avez, autre acte de l'hégémonie américaine qui s'installe à ce moment-là, le pacte du Quincy. Qu'est-ce que c'est? Le Quincy, c'est un bateau. C'est le bateau que vous voyez là, enfin sur lequel ils sont à droite Franklin Roosevelt, au milieu Ibn Saoud, le cheikh de l'Arabie Saoudite, enfin l'émir d'Arabie Saoudite de l'époque, et puis un général américain. Je peux penser que c'est Eisenhower, mais je ne sais plus, à vrai dire, il me semble. Et donc, le pacte de Quincy, c'est quoi? C'est pétrole contre sécurité. C'est-à-dire que les Américains ont très bien compris une chose, ils n'ont plus de pétrole. Hein, le pétrole de la fin du 19e, que 2-3 épisodes de Lucky Luke ont très bien décrit, eh bien, c'est fini parce que l'extraction coûte trop cher. Et donc, il faut se rabattre vers du pétrole pas cher, et le pétrole le moins cher du monde et le plus abondant du monde, c'est celui d'Arabie Saoudite. C'est comme ça. Donc, on fait le pacte du Quincy et on explique à ce brave émir, eh bien, vous nous assurez la sécurité de l'approvisionnement en pétrole, et nous, on vous assure la sécurité militaire. Alors, les grands principes américains de morale, de droit de l'homme, de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de tutti quanti, alors là, ça n'a plus aucune espèce d'importance. L'Arabie Saoudite est un des régimes les plus durs de la planète, c'est celui qui exécute le plus de gens par an. On est très contre la peine de mort, mais dans ce cas-là, on ferme les yeux. Et ce régime wahhabiste, c'est-à-dire très islamiste, c'est-à-dire une des tendances les plus dures de l'islamisme, eh bien, on ferme les yeux là-dessus aussi. C'est pétrole contre sécurité, le pacte du Quincy qui va beaucoup servir aux deux, aussi bien aux États-Unis qu'à l'Arabie Saoudite. Alors donc, l'Amérique domine le monde, la guerre froide est dure quand même contre les Soviétiques, et ils vont durement le sentir au Vietnam. Le Vietnam, ils auraient mieux fait de nous aider davantage, nous, pauvres petits Français d'Indochine, avec nos héros de Dien Bien Phu, de la RC4 et autres. Mais avec nos petits moyens, et malgré le grand génie stratégique du général Delatte de Tassigny, tout ça n'a pas, et du général Salan, qui a été remarquable également, eh bien, nous avions des officiers de très grande valeur, et puis des hommes, des volontaires, qui se sont héroïquement battus. Mais nous avons été écrasés. Pourquoi nous avons été écrasés à la fin? Eh bien, à cause du changement de régime en Chine. En 1949, la Chine, qui est limitrophe du Nord-Vietnam, la Chine devient communiste. Et à ce moment-là, l'approvisionnement, la possibilité de repli des Nord-Vietnamiens en Chine et puis surtout l'armement qui arrive de tous les côtés de l'Union soviétique et de la Chine, c'est le moment de la lune de miel entre l'Union soviétique et la Chine. Ça ne durera pas, mais c'est ce moment-là. Et donc, on se fait écraser sous le nom. Et les Américains nous aident, mais à minima. Ils n'ont pas compris l'ampleur de l'événement, et puis ils sont toujours dans leur idée anticoloniale. Finalement, on est des méchants coloniaux en Indochine. Eh bien, cette erreur d'analyse, ils la paieront cher. Ils la paieront très cher parce que quelques années après, à peine moins de 10 ans après, ils sont obligés d'envoyer des conseillers par milliers, puis dizaines de milliers. Et puis, vous connaissez l'histoire, un corps expéditionnaire considérable qui va s'embourber. Il y aura 45 000 morts américains. Alors, beaucoup moins que la guerre de sécession, que la Seconde Guerre mondiale, mais tout de même, pour un conflit contre des petits hommes jaunes qu'ils méprisaient un peu dans le fond, et ils ont découvert que le petit homme jaune savait extrêmement se battre, se priver, et que lui, il n'avait pas besoin de Coca-Cola sous sa tente pour survivre. Lui, il vivait dans des trous, et il était capable à tout moment de sortir, et avec une cruauté épouvantable, de tuer et de se faire tuer également. Et donc, pour les Américains, le Vietnam va être l'enfer. Et c'est très important le Vietnam pour ça, ça va être dans l'hégémonie américaine la première vraie fêlure. C'est-à-dire, au fond, pourquoi est-ce qu'on intervient? Alors, vous avez toutes les manifestations gauchistes sur les campus américains en 1968, on ne veut pas y aller, on ne veut pas mourir là-bas. Mais au-delà de ça, on commence pour la première fois à avoir un doute.
après 1945, il y a eu la guerre de Corée, mais là, c'était les Chinois, c'était les Coréens du Nord qui avaient attaqué les Coréens du Sud. Bon, c'était encore le camp du bien, sans aucune ambiguïté. Vietnam, ça devient compliqué. Et puis, il va y avoir toute la propagande communiste à travers la planète qui va faire que toutes les horreurs vietnamiennes sont cachées. Mais si à un moment donné, il y a un dérapage américain et un village massacré, ce qui s'est passé à My Lai notamment, je me rappelle encore des titres des journaux, le massacre américain de My Lai. Bon, c'est vrai que ce jour-là, parce qu'ils avaient perdu plusieurs hommes, dont certains, ils les ont retrouvés dans des états épouvantables, ils ont massacré tout un village qui était coupable, pas coupable. On n'a jamais très bien su. C'est les guérillas, c'est monstrueux pour ça. Quoi qu'il en soit, l'Amérique va en sortir traumatisée moralement, est-elle toujours le camp du bien, finalement. Et puis, il va y avoir l'Afghanistan. Alors, l'Afghanistan, ça va être le Vietnam soviétique. Ça va être autre chose. Les Soviétiques, en 1979, envahissent l'Afghanistan parce qu'ils avaient installé un régime communiste à leur botte et ce régime communiste est en train de s'effondrer. Il y a un coup d'État pour le renverser. Les Soviétiques interviennent pour soutenir leur régime qui est à leur porte. Donc, c'est important pour l'Afghanistan. Et donc, ils remettent en place le régime, mais à ce moment-là, les Américains vont faire une folie. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, on va embêter les Soviétiques. Et donc, en pleine guerre froide encore, 1979, on va attendre 10 ans avant que le mur ne tombe. Malgré tout, on sent bien que l'Union soviétique, à ce moment-là, ça patine dur. Et donc, ils vont fournir aux moudjahidines afghans, les futurs islamistes, ils vont leur fournir, ce que vous voyez là, c'est un Stinger, c'est-à-dire le missile sol-air américain dernière génération qui va abattre des centaines d'hélicoptères et d'avions soviétiques. Et donc, l'Afghanistan va être le Vietnam soviétique. Les Américains vont être très contents à court terme en disant, ben voilà, on leur a rendu leur monnaie de leur pièce. Oui, très bien. Simplement, au bout du compte, ça a donné quoi? Ça a donné notre ami Oussama. Oussama Ben Laden, ce sympathique homme, eh bien, il a été fait par qui? Mais il a été fait par les Américains. C'est lui qui, à ce moment-là, est là-bas, bien qu'il soit saoudien d'origine. Il est en Afghanistan, c'est lui qui dirige les moudjahidines. Et c'est lui que la CIA va couvrir d'armes et de dollars pour lui permettre de mener sa guérilla contre l'Afghanistan. Parce que pour l'Amérique, il y a un ennemi, c'est le communisme. Et l'islam, ils en ont à ce moment-là aucune espèce d'analyse. C'est ça le drame. Et donc Ben Laden, l'islamisme, naît de cette guerre d'Afghanistan. Et les Américains pourront toujours le tuer 20 ans après, ça ne servait plus à rien, de toute façon il était fini, il ne commandait plus rien, c'est juste une satisfaction d'honneur, on peut dire ça comme ça, mais tout de même, c'est eux qui ont façonné Ben Laden, il ne faut pas oublier ça. La guerre froide se termine, elle se termine notamment grâce à cet homme, Ronald Reagan, qui va dire, bon moi de toute façon, le déficit budgétaire je connais par cœur, on va mettre des milliards et des milliards pour la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, c'est quoi? Ce sont plus seulement des missiles solaires sur des hélicoptères ou des chars qui tirent sur des fantassins. On perfectionne. C'est la guerre des étoiles, c'est-à-dire en gros les satellites. C'est ça qui va nous permettre de gagner la guerre. Et donc, Ronald Reagan, à coup de déficit budgétaire, évidemment, ça c'est les bienfaits du capitalisme, enfin les bienfaits à court terme. Parce qu'à long terme, je ne sais pas comment on va rembourser tout ça. Bref, les soviétiques, eux, ne sont pas du tout dans cette configuration-là et ils finissent économiquement à genoux. Parce que Ronald Reagan les a ruinés finalement. Ils ne peuvent plus suivre. Et quand ils ne peuvent plus suivre et que Gorbatchev, on l'a vu ensemble, lance sa perestroïka, eh bien, tout s'effondre. Tout s'effondre et le mur tombe. Et cette belle photo du mur qui tombe avec ces fantassins est-allemands qui ont l'air un peu contents, mais un peu inquiets quand même, en disant « Mon Dieu, que va-t-il se passer ?» Pour eux, ça c'est pas trop mal fini. Et vous voyez la phrase que j'ai mise en bas de la photo, la fin de l'histoire. C'est très intéressant cette notion de fin de l'histoire. Et là, il faut bien comprendre, on est à une autre jointure, la fin de l'histoire. Ça a été théorisé par un politologue américain qui s'appelle Fukuyama. Il ne faut pas que je dise Fukushima, j'ai toujours tendance à confondre. Fukushima, c'est un centrale nucléaire japonaise qui s'est fait envahir par un tsunami. Fukuyama qui va dire, voilà, c'est la fin de l'histoire. Il va faire un article retentissant, puis un livre, et il va théoriser ça et dire, voilà, l'Amérique a gagné la guerre, l'histoire s'arrête. C'est extraordinaire quand on y réfléchit, de se dire que l'histoire s'arrête parce qu'on a gagné une guerre. Quelle faute qui est très liée, d'origine japonaise, Fukuyama, mais aux États-Unis, tout le monde est originaire de quelque part, d'ailleurs dans le monde, par définition, puisque c'est un pays exclusivement d'émigration.
Eh bien, mais ils habitent très vite l'Amérique et ils prennent très vite les habits de l'Amérique. Eh bien, Fukuyama, lui, est persuadé, ça y est, on a gagné la guerre, l'histoire s'arrête. Maintenant, le monde va être une vaste mondialisation libérale et ça va être le bonheur de l'humanité. Enfin, nous allons pouvoir apporter le bonheur à l'humanité et être dignes de notre destinée manifeste. L'exceptionnalisme américain se concrétise enfin. Nous avons vaincu tous les méchants, le colonialisme, les catholiques espagnols, les Allemands qui voulaient trop dominer l'Europe. On a mis au pas les Anglais qu'on aime bien, mais enfin quand même, faut qu'ils se calment un tout petit peu. Et puis le communisme, bien sûr. Ils ont oublié deux choses. Ils ont oublié que l'islam arrive. Et en fait, ils ne l'ont pas vu venir. Je dirais, facile de le dire après, qui l'a vu venir. Et puis la Chine. La Chine, alors ça, pour le coup, ils ont moins d'excuses parce que la Chine commençait quand même depuis les années, depuis la mort de ce monstre épouvantable qu'était Mao Tse-tung, qui quand même, alors je me demande si Staline à côté est pas sympa, tellement Mao Tse-tung était monstrueux. Bon, ça on le verra dans une conférence sur la Chine, je crois que c'est au mois de mai. Eh bien, ils ont oublié la Chine et l'islam, et ce qui fait que ça ne va pas du tout être la fin de l'histoire. D'ailleurs, l'histoire ne s'arrête pas. C'est incroyable d'avoir cru à un truc pareil. Pour le coup, qu'ils n'aient pas vu venir l'islam, mettons, pas vu venir la Chine, c'est plus discutable, parce que quand même, il y avait beaucoup de prémices. Mais qu'ils aient cru que c'était la fin de l'histoire, c'est insensé, ça n'existe pas, cette notion-là. Il faut quand même avoir un minimum de culture, un minimum de recul géopolitique pour savoir que ça ne pouvait pas être vrai. D'ailleurs, beaucoup de voix se sont élevées, il faut être honnête, aux États-Unis, en Europe, des intellectuels ont écrit des articles en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin de l'histoire, ça ne peut pas se produire. En tout cas, les dirigeants américains ont été habités par cette pensée de la fin de l'histoire. Alors à ce moment-là, je vais passer très vite sur la manipulation du Kosovo parce que nous avons aussi une conférence sur les Balkans bientôt, mais juste pour vous montrer que tout au long des années 90, le mur tombe en 89 et l'Union soviétique s'effondre en 91. Et donc à ce moment-là, les Américains ne vont avoir qu'un objectif, démanteler cet ancien empire soviétique et par ailleurs fragmenter l'Europe au maximum. La diviser, l'affaiblir, la fragmenter. On n'y reviendra plus longuement dans cette manipulation du Kosovo, mais ça a été un acte très important. En 1999, quand ils ont bombardé les Serbes pour les obliger à quitter le Kosovo, qui est chez eux, c'est comme si demain on bombarde la Bretagne pour être plus crédible à Seine-Saint-Denis en disant partez, vous n'êtes plus chez vous. On peut réfléchir d'ailleurs à ça 5 minutes. Bref. En tout cas, on a bombardé les Serbes pour qu'ils s'en aillent du Kosovo, qui était leur province, et aujourd'hui, le Kosovo est indépendant. C'est l'époque, aux États-Unis, c'est ça qui est intéressant à retenir, des néoconservateurs. Qu'est-ce que les néoconservateurs? C'est un courant de pensée qui est interventionniste, c'est-à-dire que non seulement la destinée manifeste est accomplie et l'Amérique domine le monde, mais alors maintenant, on va vérifier que tout ça se vérifie dans tous les pays du monde. Et là où ça nous arrange, eh bien, on va provoquer des changements de régime, change régime, comme disaient les néoconservateurs. Pardon pour l'accent anglais, je ne suis pas très doué en anglais. Le changement de régime qui va être provoqué par les néoconservateurs. Ces néoconservateurs, tout ce courant de pensée, qui sera notamment très bien expliqué par Brzezinski, probablement le plus grand politologue, géopolitologue américain, qui lui va expliquer tout au long de ses 30 ans de carrière au sein du département d'État, au sein de la diplomatie américaine, comment organiser la suite de l'hégémonie américaine, et notamment par des interventions répétées. C'est-à-dire que l'hégémonie américaine, qui s'était traduite par des interventions ponctuelles, qui ont succédé d'ailleurs à des non-interventions, mais toujours ponctuelles. L'isolationnisme américain, il faut toujours être très mesuré là-dessus, j'y ai jamais beaucoup cru, parce qu'à cause de cette notion de destinée manifeste et à cause de ces pères fondateurs et de ces pères pèlerins qui voulaient rendre le monde meilleur. C'est très dangereux, les gens qui veulent rendre le monde meilleur, enfin, sauf quand ils ont une mission divine très organisée, mais quand on lisait certains récits de dissidents soviétiques torturés dans les geôles de la Loubianka à Moscou ou en Sibérie,
eh bien, il y avait toujours cette notion, nous allons faire un nouvel homme, l'homme communiste. Alors, il ne faut pas confondre avec Saint Paul qui voulait aussi faire l'homme nouveau, mais lui, c'était pas en torturant et en exterminant les gens. Donc, la manipulation du Kosovo, on y reviendra, mais on est au cœur à ce moment-là du développement de l'intervention américaine. Et puis arrive le 11 septembre. Alors ça, c'est un tournant, l'islam. L'islam, finalement, est là, se réveille. Je ne vais pas rentrer dans ces histoires de savoir si il y a eu complot, il y a eu les Américains étaient au courant, laissaient faire, ceci, cela. On peut penser qu'il y a eu certaines manipulations, en tout cas qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre, mais cela étant, au plus haut sommet, George Bush, il n'y a qu'à voir sa tête quand il apprend la nouvelle, et que quelqu'un, un conseiller, se penche à l'oreille, il est figé, il va être hagard toute la journée, il faudra l'emmener de force dans l'avion de Air Force pour qu'il tourne en l'air, pour pas que lui-même soit victime d'un attentat. Je peux vous dire, s'il y avait une personne sur Terre qui n'était pas au courant, c'était bien George Bush. Quoi qu'il en soit, c'était quand même les islamistes qui ont fait le coup. Tous les pilotes d'avion, tous les preneurs d'otages étaient saoudiens ou liés aux branches les plus islamistes du saoudisme et donc de l'Arabie saoudite. Et donc, ce qui est sûr, c'est que pour l'Américain moyen, qui lui ne sait pas forcément si les manœuvres de la CIA ont fait qu'ils ont laissé faire ou qu'ils se sont laissés surprendre, bref, pour les Américains, c'est un grand traumatisme sur leur sol. N'oubliez pas ça, sur leur sol, ils se font attaquer pour la première fois depuis la guerre de sécession. Ça n'était jamais arrivé. La guerre de sécession, encore, c'était entre eux. Donc, si vous prenez la dernière attaque sérieuse contre les États-Unis sur le sol américain par un étranger, ce sont les Anglais en 1815, y compris le Capitole d'ailleurs, on y reviendra à la fin. Et donc, qui ont incendié le Capitole, ils ont été beaucoup plus méchants que les manifestants de Trump. Mais donc, vous imaginez le traumatisme. Tout à coup, le 11 septembre 2001, il y a deux Boeing qui vont s'écraser dans les Twin Towers, un troisième qui va s'écraser par terre. On suppose que c'est la révolte des passagers, ça reste à définir. Un quatrième qui se serait écrasé sur le Pentagone. Je suis vraiment pas complotiste, mais là quand même, l'avion sur le Pentagone, là faut pas exagérer, c'est pas crédible une seconde. Il est infiniment plus probable que ce soit un camion bourré d'explosifs comme ceux qu'ont tué nos paras ou les paras américains à Beyrouth, on l'a vu il y a 3 semaines. Eh bien, il est beaucoup plus probable que ce soit ça qui soit passé, mais c'était un peu humiliant pour les Américains de reconnaître que ce soit un vulgaire camion comme à Beyrouth, qui ait pu détruire une partie du Pentagone. Quoi qu'il en soit, sur le plan géopolitique, c'est ça qui nous intéresse, eh bien, c'est un traumatisme pour les Américains. Alors, ils ne savent pas très bien comment répondre dans un premier temps. Il faut répondre parce que le peuple américain exige des réponses. Alors, dans un premier temps, ils envahissent l'Afghanistan pour mettre dehors les talibans. Bon, les talibans, on pensait bien qu'ils étaient pour rien dans l'histoire et ils étaient bien incapables de monter un coup pareil. C'était d'ailleurs le cadet de leurs soucis. Eux, ils voulaient chasser les Américains, ils voulaient chasser le régime afghan et installer un régime islamiste, ce qu'ils avaient fait. Et les Américains, donc, chassent les talibans. Bon, ça va provoquer peu d'émotions parce que personne n'aime les talibans. Ce qui va provoquer plus d'émotions, c'est évidemment l'invasion de l'Irak. Parce que l'Irak, on peut lui reprocher beaucoup de choses à ce pauvre Saddam Hussein, mais certainement pas d'avoir été islamiste. Sous son régime, il a tué des milliers d'islamistes qui ont été pendus, torturés, emprisonnés sans jugement dans toutes les cellules d'Irak. Donc ça, il pouvait pas être suspect d'être complice. À la limite, on pouvait lui reprocher de faire violemment, mais certainement pas d'avoir été complice. Donc on va inventer, mais vous connaissez l'histoire, je vous en ai parlé la dernière fois, la fois d'avant. Et donc, on va inventer cette histoire d'armes de destruction massive qui n'a jamais existé, mais ça permet à l'Amérique de réexister, de reprendre la main en quelque sorte, et puis aussi de mettre la main sur le pétrole irakien et puis d'exister un petit peu plus au Proche-Orient, où finalement elle n'existait pas assez. C'est la riposte américaine qui se double en même temps d'une vaste offensive contre la Russie, avec l'OTAN qui, petit à petit, étend sa toile autour de la Russie. Arrive Obama. Et Obama, lui, eh bien, il n'a pas tout à fait la même vision que les néoconservateurs de ce que doit être l'hégémonisme américain. Lui, c'est pas un guerrier du tout. C'est un intellectuel de gauche. Il s'est coquiné politiquement avec Hillary Clinton, qui, elle, est une intellectuelle néoconservatrice, qui donc, elle, est pour les interventions guerrières, et lui, pas tellement.
pas tellement. Moi, je lui sais gré d'une chose, c'est que au moment où il y avait les pseudo-attaques chimiques de l'armée syrienne en Syrie contre les islamistes, eh bien, jamais il a cédé à cette provocation. Et pendant que Hollande, son état-major et toute une série de ministres voulaient absolument raser Damas, tuer Bachar el-Assad et mettre qui à la place, personne ne savait comme en Libye, mais ça fait rien, on le fait quand même. Eh bien, lui a dit non. Je ne bombarde pas la Syrie, je n'interviens pas. Il faut lui savoir gré de ça parce que c'est la première fois qu'un président américain disait non à une intervention qui était demandée par tout le Pentagone, toute la CIA et toute une partie de la classe politique. Par contre, il va céder à Hillary Clinton, la belliciste en chef, pour intervenir en Libye. Alors en Libye, j'avais fait une conférence l'année dernière sur le sujet. On a renversé Kadhafi, on n'a jamais très bien su pourquoi. Comme disait l'excellent Bernard Lugan dans son excellente histoire de la Libye, rationnellement, cette histoire est totalement inexplicable. Il doit y avoir 1000 autres raisons pour être intervenu en Libye. On a sauvé des islamistes contre Kadhafi. Était-on obligé de s'intéresser à cette histoire entre Kadhafi, qui était quand même pas un personnage très sympathique, et des islamistes qui sont par nature des personnages pas très sympathiques? Était-on obligé d'intervenir pour sauver les islamistes de Misrata contre l'intervention des troupes de Kadhafi? Évidemment non, parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la Libye est totalement détruite. D'ailleurs, on peut noter en passant que ce sont la Turquie et la Russie qui ont mis la main dessus. C'est une brillante opération géopolitique. Et donc, Obama a cédé à la folie belliciste d'Hillary Clinton. Et donc, il faut être quand même très, très heureux sur le fond que Trump ait battu Hillary Clinton, parce que je pense qu'Hillary Clinton aurait rasé la Syrie et aurait détruit la Syrie, qui est déjà suffisamment détruite, comme ils l'ont fait en Irak et comme ils l'ont fait en Libye. Mais tout de même, et c'est une autre chose que je voudrais bien vous faire comprendre lors de toute cette progression de l'hégémonie et puis cette diminution de l'hégémonie, eh bien, c'est qu'il y a plusieurs forces aux États-Unis. Il faut bien comprendre ça. Il y a l'opposition entre démocrates et républicains, bien sûr. Vous avez le président des États-Unis, mais vous avez tout ce que d'ailleurs Trump a dénoncé, tout ce qu'il appelait l'État profond, tout le fond des hauts fonctionnaires. Il y a la même chose chez nous. D'ailleurs, je lisais un article l'autre jour assez intéressant où Macron se disait, au fond, j'aurais dû m'attaquer à l'État profond, je ne l'ai pas fait et j'ai eu tort. Et je pense que son refus du dernier confinement est lié à ça. L'État profond voulait le confinement, il a dit non. C'est assez... Pour autant, ça ne suffit pas pour que j'ai grande sympathie pour Emmanuel Macron, mais c'est tout de même intéressant à noter. Eh bien, pendant que Obama ne voulait pas intervenir en Syrie, il faut voir que le Pentagone est un peu intervenu, et surtout la CIA, État dans l'État, est massivement intervenu pour soutenir les sympathiques islamistes, vous voyez là, qui ont conquis un char de l'armée syrienne, et eux étaient dans l'idée, il faut que la Syrie change de main, il faut que la Syrie passe dans le camp sunnite. Et donc, pour faire une progression complète sunnite nord-sud, de la Turquie jusqu'à l'Arabie saoudite, et casser l'axe chiite est-ouest qui va de l'Iran jusqu'au Hezbollah libanais au sud-Liban et qui passe par la Syrie, parce que Bachar el-Assad est alaouite, et les alaouites sont proches des chiites et pas des sunnites. C'est pour ça que cette guerre a pris tant d'ampleur, parce que la Syrie est au carrefour stratégique du Proche-Orient. Eh bien, je rends grâce à Obama d'avoir fait ça, c'est-à-dire d'avoir, au bout d'un moment, interdit à la CIA de livrer des armes sophistiquées aux islamistes syriens et d'avoir dit non à François Hollande et à tout son entourage civil et militaire de ne pas intervenir pour ne pas renverser Bachar el-Assad parce que la Libye lui avait servi de leçon et qu'il a dit à Hillary Clinton, ah oui, et alors on met qui à la place? Eh bien, il y avait strictement personne. Et donc là aussi, d'une certaine façon, c'est un changement de stratégie américaine, parce que je dis que la Libye a servi de leçon à Obama, mais l'Irak a servi de leçon aux États-Unis. Le traumatisme américain en Irak est absolument considérable. Ils ne se sont jamais remis de cette intervention sur le plan psychologique qui a détruit leur réputation. Tout le monde sait qu'ils ont menti sur les armes de destruction massive. Et encore aujourd'hui aux États-Unis, on se dit on a eu 4000 morts, il devait y en avoir 0. 4000 morts, pourquoi faire? Sans compter les blessés, les mutilés, etc. Bon, à l'échelle de l'Amérique, c'est peut-être pas beaucoup, sinon à l'échelle humaine, c'est quand même beaucoup. Et puis tous ces gens se sont dit, mais pourquoi faire, finalement? Pourquoi faire? Saddam Hussein, c'était qui? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Eh bien, oui, c'était un dictateur, mais à ce moment-là, on reste la moitié de la planète. C'est sans fin, cette histoire. Et donc, toute
ce changement de prisme fait que on intervient moins pour changer les régimes. Est-ce vraiment nécessaire d'intervenir pour changer les régimes? Obama va aller plus loin. Il va vouloir réintégrer l'Iran dans le concert des nations. Et pour ça, il va dire, écoutez, on va oublier tout le passé, vous avez été très méchants avec nous, vous avez pris nos otages en 79, vous avez tué beaucoup de gens, les mollahs, c'est quand même pas des rigolos, mais on oublie tout ça, vous ne développez pas la bombe atomique, ça inquiète beaucoup les Israéliens, et vous rentrez dans un traité qui est signé à Vienne, là, sous vos yeux, vous rentrez dans un traité, on peut surveiller vos centrifugeuses que ça ne permette pas le développement de l'arme nucléaire, et puis en échange, on fait réintervenir les entreprises européennes chez vous, Peugeot, Total, tout le monde vient, et on va permettre à l'Iran un développement économique. C'était pas mal comme idée. Vous avez tout à fait à droite là, John Kerry, qui était l'envoyé d'Obama là-bas, qui a rempli sa mission. Malgré Fabius, que vous voyez l'avant-dernier en partant de la gauche, qui lui a tout fait pour saboter l'accord, à la demande d'Israël, parce qu'Israël ne voulait surtout pas réintégrer l'Iran dans le concert des nations. Les Russes ont joué un rôle essentiel pour que l'accord se fasse, et malheureusement, je pense que c'est une erreur grave, Donald Trump, quand il arrivera, va sortir de cet accord, rejetant l'Iran dans les bras des plus durs des mollahs, et discréditant le président Rouhani, qui lui était le plus modéré des mollahs, et qui était la cheville ouvrière de cet accord. Je pense que c'est une erreur grave en politique étrangère qu'a commis là Donald Trump. Ce sera intéressant de voir la suite, mais il est à souhaiter que l'Iran puisse être réintégré. D'abord, c'est un marché extraordinaire. Puis les Iraniens, c'est 80 millions d'habitants, une civilisation extrêmement évoluée. C'est pas possible pour faire évoluer ce régime, comme on va pas faire une intervention et comme on va jamais renverser les mollahs par la force. La seule solution, c'est de développer économiquement ce pays pour qu'il puisse s'adoucir. Il est bien dommage que les Américains ne l'aient pas compris dans un deuxième temps. Et donc Trump arrive, America First. Ça veut dire quoi, America First? Il y a eu des ambiguïtés sur cette phrase. C'est l'Amérique d'abord, c'est pas l'Amérique première dans le monde. Ça n'intéresse pas Joe Biden, qui vient d'être élu dans les conditions plus que controversées que l'on connaît. Joe Biden a dit l'Amérique va pouvoir reprendre son rôle de guide du monde. Mais justement, c'était tout le mérite de Trump, c'est qu'il ne voulait pas de ça. On s'occupe d'abord de l'Amérique. Trump a été élu par le petit paysan du Middle West, par y compris le latinos de Floride, contrairement à ce qu'on a dit, par toute une classe blanche victime de la désindustrialisation. C'est pas un phénomène que français, c'est un phénomène occidental général. Et aux États-Unis, ils ont beaucoup souffert de ça. Songez que la ville de Détroit, quand on était petit, on apprenait Détroit, capitale mondiale de l'automobile. Détroit est ruiné, la ville n'arrive même plus à rembourser ses emprunts. Chicago, c'est pareil, ruiné. Et donc, toute cette ruine de l'Amérique blanche, industrielle, agricole également, Trump l'avait très bien senti. C'est pour ça qu'il a été élu face aux intellectuels libertaires de Californie ou gauchisants de la côte Est. Il a gagné pour ça. Il aurait pu regagner si les conditions avaient été à peu près normales. Après, on va y revenir là juste à la fin. Il a eu tort, je pense, de trop s'obstiner parce que l'affaire est perdue, mais la triche est évidente. Qu'est-ce que c'est que ce pays où dans des milliers de bureaux de vote, on ne demande même pas une pièce d'identité? Qu'est-ce que c'est que ce pays censé être le plus grand pays du monde où vous avez des émissaires du Parti démocrate qui font des EHPAD entiers et qui repartent avec 50 bulletins de vote? C'est insensé cette histoire. Ça se passe aux États-Unis comme ça. Les États-Unis ont le système électoral pour la présidentielle le plus obsolète du monde développé, le plus obsolète. C'est incroyable. Il faut vous dire, ils vont pas le changer parce que ça permet des tas de victoires. Ça venait du temps de Kennedy. Kennedy avait triché invraisemblablement pour se faire élire président. Donc c'est une vieille histoire, la triche aux élections présidentielles américaines. Alors quand l'écart est important, ça se voit pas trop. Quand l'écart est très très serré, ça se voit. Quand Bush a été élu de 3 fois rien, l'affaire n'est pas claire non plus. Elle n'est jamais claire. Mais c'est un peu comme le cuirassier américain qui coule à la Havane. Je ne suis pas sûr qu'on connaisse la vérité, parce que vous voyez, même pour Kennedy, ça ne se dit pas encore dans les livres d'histoire, alors que l'affaire paraît toutefois entendue. Alors,
il faut bien comprendre un concept, le multilatéralisme. Pardon, excusez-moi, le Trump, j'ai failli dire Bush. Trump met fin au multilatéralisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Amérique, pour dominer le monde, s'était appuyée sur un concept, le multilatéralisme. L'ONU, l'OMS, l'OMC, tous ces organismes qu'il subventionne quelquefois à 80%, l'OTAN également, son arme militaire en Europe, eh bien, Trump n'y croit pas. Et ça, c'est très intéressant comme concept, et j'ai trouvé que c'est ce qu'il y avait de plus intéressant dans sa politique étrangère. Il dit, moi j'en ai assez de tout ce multilatéralisme. D'ailleurs, vous vous moquez du monde, disait-il à ses prédécesseurs, parce que votre catastrophique intervention en Irak, eh bien, vous n'avez pas eu de mandat de l'ONU, vous l'avez fait quand même. Et puis, le Kosovo, c'est pareil, vous n'avez pas de mandat de l'ONU, vous l'avez fait quand même. Alors finalement, le multilatéralisme, c'est quand ça vous arrange. D'abord, ça nous coûte très cher. Et puis d'autre part, eh bien, le multilatéralisme, eh bien, ça permet de dire si, on respecte l'ONU, on a besoin d'un vote de l'ONU. Alors pas de chance, on n'a pas le vote de l'ONU, c'est pas grave, l'OTAN intervient. Donc, lui, mais et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme concept. Évidemment, Biden va revenir là-dessus, il va repartir dans le multilatéralisme. Parce que qu'est-ce qui s'oppose au multilatéralisme? C'est évidemment l'unilatéralisme, c'est-à-dire on discute un par un. On discute un coup avec la Chine, un coup avec la Russie, un coup avec la France, un coup avec l'Allemagne. On n'est pas obligé de discuter avec le monde entier d'un seul coup. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des conversations unilatérales. De temps en temps, ça permet d'apporter un peu de nuance dans les accords. Ça permet de mettre un petit peu d'inventivité dans les conversations qu'on peut avoir avec les uns et avec les autres. Doit-on avoir absolument, quand on est américain, la même relation avec la France, l'Angleterre ou l'Allemagne? Non, c'est pas évident. L'Allemagne n'a pas d'armée et veut que l'OTAN soit très forte et que l'Amérique paye pour ne pas avoir à financer une armée. C'est le concept allemand. C'est comme ça. C'est pas prêt de changer. Eh bien, en France, c'est pas le cas. Et en Angleterre non plus. La France et l'Angleterre ont toujours voulu garder une armée forte, avec notamment des forces spéciales de très haut niveau. Simplement, financièrement, c'est pas facile. Donc, c'est pas les mêmes conversations. Et puis, quand vous avez le reste de l'Europe, quand vous avez l'Italie, l'Espagne, sont des pays qui sont importants en Europe, est-ce que vraiment on doit les tenir pour quantité totalement négligeable, ce qui est le cas actuellement? Et en l'Europe centrale, c'est pas l'Europe occidentale, c'est aussi un autre concept. Donc, c'était très intéressant, toutes ces idées. Trump n'était pas un intellectuel. Il se vantait de jamais lire de livres. Ça m'accable un peu. Mais bon, il avait une autre qualité, c'est qu'il avait un instinct. Il avait un instinct très sûr et il sentait les choses. Et de même qu'il avait senti quelle était la mentalité du peuple américain pour se faire élire, et il a gagné incontestablement de justesse, mais il a gagné, et d'ailleurs jamais les démocrates ne l'ont accusé de tricherie. Il a eu moins de voix, c'est entendu, mais ça c'est le système américain. En tout cas, il a eu plus de délégués à l'arrivée et il a gagné. Et il avait très bien senti, dès le début, quand on lisait dans Le Monde, dans le Figaro, tous les médias français qui sont quand même d'un conformisme mais accablant, et qui est de plus en plus accablant au fil du temps. C'est vraiment devenu très très difficile d'avoir sa propre information qui ne soit pas obérée par tous les poncifs actuels. Et quand on disait, il ne peut pas gagner, vous avez vu encore les excès qu'il a pu faire. Non, il a gagné. Il a gagné parce qu'il a parlé tel que le peuple américain voulait l'entendre, et pas les bobos de la côte Est ou les libertaires de Californie. Et donc, de la même façon, il a très bien compris que dans les relations internationales, c'était beaucoup plus intéressant de discuter chef d'État par chef d'État. Et il aurait pu avoir des conversations beaucoup plus poussées avec l'ami Poutine, beaucoup plus. Mais là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché à cause de cette fable selon laquelle, si Trump a gagné l'élection, c'est parce que les hackers russes payés par l'État russe sont intervenus pour répandre de fausses nouvelles. Mais c'est une blague. Vous pensez que le fermier du Middle West qui a voté Trump était influencé par le hacker russe? C'est une plaisanterie. Et donc, le problème, c'est que ça a pris tellement d'ampleur, cette histoire-là. Et c'est vrai qu'il y a eu une manœuvre, mais rien ne dit que ça venait de Russie. Il y a eu une manœuvre qui a fait que les mails d'Hillary Clinton ont été révélés au monde. C'était quoi les mails d'Hillary Clinton? Hillary Clinton, qui était quand même juste secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères américaine, ce n'est quand même pas rien, de la plus grande puissance du monde.
Eh bien, sur son ordinateur sécurisé de son secrétariat d'État, ça l'ennuyait d'écrire et donc elle écrivait de son ordinateur personnel qui n'était pas sécurisé. Enfin, une faute pareille à ce niveau-là, c'est insensé. Et donc, évidemment, ces mails ont été piratés, récupérés et ont été connus de toute l'Amérique et d'ailleurs du monde entier. Rien ne dit que c'est le Kremlin qui était derrière, tellement c'était facile à hacker, comme disent les spécialistes, donc à pirater, pour parler français. Et donc, on a vu à ce moment-là les mails d'Hillary Trump, et notamment ceux concernant l'affaire libyenne, où sa responsabilité est accablante. Et quand l'ambassadeur libyen, américain en Libye se fait assassiner à la suite d'une opération islamiste parfaitement prévisible, on s'aperçoit que c'est elle qui n'a rien vu, rien prévu, rien anticipé, et qui a donné des ordres contraires à la sécurité de l'ambassadeur américain, qui a fini égorgé par les islamistes. Et donc, ça a coûté très cher à Hillary Trump et on peut penser que ça a largement contribué à son échec. Mais rien ne dit que ça a été Poutine. Et en tout état de cause, malgré cela, eh bien, c'est ce qui a été ressorti à Trump en permanence pendant 4 ans. C'est-à-dire que dès qu'il voulait un petit peu discuter avec Poutine au début, il a dit « Ah, sa façon en tweet, ah, il est sympa quand même, on a une bonne conversation. » Mais tout le monde lui tombait dessus, y compris au sein du Pentagone, la CIA, il avait tout le monde sur le dos. Et donc, finalement, comme on ne peut pas s'attaquer à tout le monde et qu'il n'a pas osé, de la part de Trump, ça peut paraître surprenant, mais il n'a pas osé, non seulement il n'a pas osé s'attaquer à l'État profond, le système des hauts fonctionnaires américains, mais également, il n'a pas osé aller au-delà de la mentalité américaine, à savoir que le russe reste l'ennemi. Il ferait mieux pourtant de s'occuper d'autre chose, parce que le russe ennemi de l'Amérique aujourd'hui, on n'y croit plus tellement, même si pour des raisons stratégiques, la Russie reste potentiellement un concurrent, mais pas forcément un ennemi, mais un concurrent pour les États-Unis. Évidemment, il y a un nouveau concurrent beaucoup plus important qui pointe à l'horizon. Alors, un autre défaut de Trump, mais ça, Trump, c'est pas lui, c'est l'Amérique. Pas oublier que Trump est américain. Et donc, on aime Trump pour des tas de bonnes raisons, à savoir que sur le plan intérieur, il a voulu remettre de l'ordre, il a voulu lutter contre l'immigration illégale, on ferait bien de s'en inspirer, il a voulu défendre la vie, on ferait bien de s'en inspirer aussi. Eh bien, par contre, il reste américain. Et donc, le pétrole américain, le gaz américain, ça c'est fondamental, parce qu'ils ont relancé la production de gaz et de pétrole, grâce au pétrole de schiste et au gaz de schiste. On y reviendra dans une prochaine conférence. Et donc, il y a un gazoduc très important. Vous avez là sous les yeux Nord Stream. Donc ça, c'est le vieux gazoduc qui est le gazoduc historique qui part de Russie et qui arrive jusqu'en Allemagne. Et c'est lui qui approvisionne largement l'Europe en gaz. Simplement, il ne suffit plus, il faut en faire un autre. On l'appelle Nord Stream 2. C'est celui qui est en construction, que vous voyez en pointillé. Il est donc presque achevé. Il ne reste plus que le petit bout rouge à la fin, là, vous voyez, près de l'Allemagne, l'île de Rügen, il est dans ce coin-là. Et donc, Trump a déployé une énergie considérable pendant 4 ans en disant aux Allemands, aux Français, à toutes les entreprises, vous serez tous condamnés aux sanctions si jamais vous participez à la construction de ce gazoduc. Et vous avez, par exemple, une entreprise suisse très connue dans le monde du gazoduc qui était en plein travail et elle a appris qu'elle allait avoir des sanctions américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut plus travailler en dollars dans le monde. Elle ne peut plus, c'est fini. Et donc, pour une entreprise suisse à l'international spécialisée dans les gazoducs, c'est fini, c'est la mort. Donc, ils sont retirés du marché. C'est ça les sanctions américaines. Et cette extraterritorialité, comme on l'appelle, c'est quand même redoutable sur le fond. Ça veut dire que les Américains s'arrogent le droit de dire à une entreprise suisse en Europe, vous ne construirez pas le gazoduc entre la Russie et l'Allemagne. On pourrait dire, mais en quoi ça vous regarde? Ah d'accord, ça ne nous regarde pas. En attendant, vous ne travaillez plus en dollars dans le monde entier. Et quand, je reviens à l'Iran une seconde, quand Peugeot et Total, pour prendre les deux plus importants, on dit aux Américains, mais non, vous vous retirez de l'accord iranien, mais nous, on a commencé à investir, on a dépensé beaucoup d'argent pour nos futures usines en Iran, laissez-nous continuer. Les Américains ont dit, pas de problème, vous continuez, simplement, sanctions. Et imaginez que la BNP, quelques années avant, qui n'avait pas respecté les sanctions américaines vis-à-vis de l'Iran, a dû payer plus d'1 milliard, $1 milliard aux États-Unis pour avoir le droit de continuer à travailler en dollars.
C'est quand même pas mal. Le dollar, c'est quand même la monnaie nationale des États-Unis. Ils ont un petit contrôle là-dessus. Puis quand ils veulent, ils savent contrôler. Hein, nous, on est bien naïfs dans ce domaine-là. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est la grande guerre des gazoducs. C'est la grande guerre. Nord Stream 2 va-t-il se terminer ou pas? Et alors, ce qui est très amusant dans cette histoire, c'est que Angela Merkel est celle qui dit non aux États-Unis, elle qui dit toujours oui à l'OTAN en disant venez, messieurs les Américains, mettez vos avions, vos soldats, vos marines, on les aime beaucoup, venez chez nous, comme ça nous on ne dépense pas un mark, enfin un euro maintenant, pour l'armée et ça nous va très bien. Eh bien là, c'est elle qui a tenu tête à Trump pendant 4 ans et qui de la même façon a dit l'autre jour, je ne vois pas pourquoi, on changerait. Et figurez-vous, qui est le partenaire européen de l'Allemagne qui a dit l'autre jour, Angela Merkel, maintenant ça suffit, vous arrêtez avec Nord Stream 2, eh ben c'est nous, la France. Bravo, n'est-ce pas? C'est nous, la France. Pourquoi? Parce que Navalny est en prison. L'opposant Navalny est en prison, et donc, on pourrait en dire beaucoup sur Navalny, mais provocation occidentale, médiatique, blogueur qui n'est pas du tout un homme politique, enfin c'est une blague, Navalny. C'est une construction des services secrets et des médias. Eh bien, Navalny est en prison, et connaissant Poutine, je ne suis pas sûr qu'il en sorte tout de suite. Et donc, la France, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais a dit à l'Allemagne, écoutez, ça suffit maintenant, tant que Navalny est en prison, vous ne pouvez pas continuer, arrêtez Nord Stream 2. Je ne sais pas ce que les Américains ont dit aux Français pour qu'on se lance dans une opération pareille, mais c'est accablant. Et pour une fois, on est pour Merkel. C'est incroyable, mais c'est quand même comme ça. Et donc là-dessus, les Allemands disent, vous êtes bien sympa de nous dire d'acheter le gaz américain, mais il vaut 30% de plus que le gaz russe. Alors, on va réfléchir 5 minutes, mais en attendant, nous, on continue les travaux. Et donc, c'est un feuilleton extrêmement intéressant à suivre. Et je note d'ailleurs avec intérêt que toute l'affaire Navalny, de décembre, janvier jusqu'à mi-février, toute l'affaire Navalny a abouti à ça à l'arrivée, c'est-à-dire on arrête à nouveau Nord Stream 2. Cherchez l'erreur. Alors, malgré tout, le changement de régime, ça reste un peu, on va passer rapidement, c'est le Venezuela, c'est pas la chose la plus passionnante de la planète, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le Venezuela, ce sont les plus grandes réserves pétrolières du monde. Comme ils ont un régime complètement nul, et ce depuis un moment, ils sont incapables de les exploiter correctement, et même les Vénézuéliens vivent dans la pauvreté alors qu'ils devraient vivre dans l'opulence. Bon. Mais ce qui est très, très intéressant à voir, c'est que les Américains, eux, voyant que les Russes et les Chinois s'étaient implantés au Venezuela pour bien surveiller ses réserves pétrolières en attendant des jours meilleurs, eh bien, on essayé à nouveau de provoquer un changement de régime. On retrouve la doctrine Monroe. Ils ont presque eu envie de dire, écoutez, Monroe nous a dit en 1832, vous ne devez pas intervenir en Amérique du Sud. Évidemment, ce n'est pas une expédition coloniale. Ce sont des conseillers, des ingénieurs, des capitaux, un peu de matériel. Et tout ça permet au Venezuela de tenir, grâce à l'aide russo-chinoise, contre les Américains, qui, eux, ont essayé de provoquer un changement de régime pour le pétrole vénézuélien, et ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y avait un conseiller très belliciste auprès de Trump, et j'ai beaucoup regretté qu'il le prenne, qui s'appelait John Bolton. Et John Bolton, qui a fini par être limogé parce que précisément il a totalement échoué dans l'affaire vénézuélienne, avait dit à Trump, eh bien, je vais te faire un régime allié, ami, au Venezuela. Et donc, Trump lui a donné carte blanche. Il a totalement échoué parce que sur place, il y avait des Russes et des Chinois qui ne s'en sont pas laissés compter. Et donc, le Venezuela, qui est toujours dans une misère noire, entre parenthèses, est toujours tourné vers la Russie, vers la Chine. Et les Américains ont totalement échoué. Mais c'est pour dire que cette histoire de changement de régime n'est pas encore tout à fait effacée. Alors, l'Amérique, quel peut être l'avenir de l'Amérique maintenant? J'ai un peu débordé, mais je sais que vous ne m'en voudrez pas. Vous m'avez envoyé plusieurs messages pour dire, écoutez, nous... vous avez prévu 1 heure, si vous faites 1h20, franchement, on vous en veut pas. Donc, nanti de ces quelques messages sympathiques, je continue un tout petit peu. Et donc, aujourd'hui, l'Amérique n'a, de mon point de vue, plus très envie d'être la grande puissance mondiale. En tout cas, Trump l'a manifesté de façon très claire. Dans la foulée d'Obama, on a toujours opposé Trump et Obama. En matière de politique intérieure, c'est vrai. En matière de politique extérieure, ça n'est pas vrai. Ils étaient tous les deux dans la même idée, c'est-à-dire les guerres extérieures coûteuses et inutiles, ça suffit. Et quand je dis inutile, c'est vraiment gentil, hein, parce que
L'Irak, la Libye, enfin, ça a été des catastrophes épouvantables. La Libye, on était très complices. L'Irak, ils étaient tout seuls pour le faire, et ça n'a abouti qu'à des catastrophes. Et donc, ce non-interventionnisme, peut-être va-t-il être mis en cause par Biden, on verra. Mais en attendant, au sein de cette société américaine, c'est intéressant de noter cette fracture extrêmement importante qui est en train de se passer. Il ne faut pas croire que le mouvement Black Lives Matter, dont vous connaissez l'histoire de ce manifestant ou délinquant noir américain qui est mort à la suite d'un mauvais traitement par un policier. Et donc, il faut mettre maintenant un genou à terre parce que la vie du noir compte, comme si on pensait que la vie du noir ne comptait pas. Et donc, toute une série de mouvements insurrectionnels, de minorités, ont pris prétexte de cet incident pour obliger le monde entier à mettre un genou à terre. Moi qui aime bien regarder un match de foot de temps en temps, quand le PSG a joué en Turquie et qu'il y a un pauvre arbitre roumain qui a dit c'est lui le noir là-bas qui m'a insulté, qui mérite une sanction, le fait d'avoir dit noir, pas de chance, ça se dit nigrou roumain, paraît-il. Alors évidemment, la confusion était totale. Et bien de voir toute l'équipe du PSG ensuite un genou à terre, mais où est-on ? Où est-on ? Où ça va s'arrêter ? À tout moment dans la rue, on peut mettre un genou à terre. Et donc ce mouvement, finalement, créé par les militants, emporte les faibles progressivement. Et ça fracture l'Amérique, forcément, parce que vous avez des faibles, mais vous avez aussi des gens qui disent « ça va, c'est bon, c'est très dommage que ce délinquant soit fait tuer dans ces conditions-là », parce que c'est vrai que l'arrestation était quand même particulièrement rude, mais à ce moment-là, ça arrive partout. Et en France, combien on a eu de gilets jaunes qui sont revenus avec un œil en moins des manifestations. On pourrait aussi, nous aussi, mettre un genou à terre en l'honneur des gilets jaunes contre les brutalités de la police française. Enfin, c'est sans fin. Donc, on ne fait pas ça. Et donc, ce mouvement de Black Lives Matter est très important. C'est très important pour le futur de l'Amérique parce que, comme au moment de la guerre de sécession, avec beaucoup moins de morts, bien sûr, mais avec culturellement, peut-être plus de dégâts, c'est l'Amérique qui se fracture entre cette vieille Amérique blanche qui est en train de disparaître, et qui a eu Trump, et cette nouvelle Amérique libertaire, plus ou moins intellectuelle, mais pas toujours, en tout cas avec toutes les minorités, qu'elles soient raciales, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient, je ne sais même plus quel est le vocabulaire moderne qu'il faut employer, genré et compagnie, eh bien, dans ce monde de fous dans lequel on est en train progressivement de s'enfoncer, ce mouvement est en train de fracturer l'Amérique et donc il faut le suivre avec attention parce que la fin de l'hégémonie américaine, oui, l'hégémon, comme on dit, l'hégémon n'a plus envie d'être hégémon, l'hégémon a moins envie de dominer le monde. Avec Biden, on verra. Mais en tout cas, avec Obama et Trump, c'était patent. Et le fermier du Middle West ou le chômeur de l'industrie automobile de Détroit, s'il a voté Trump, c'était pour qu'on s'occupe de lui, America First, et pas pour qu'on s'occupe soit d'interventions extérieures, soit non plus des minorités citadines, ce mouvement, évidemment, comme chez nous, extrêmement citadin. Et il faut que je vous raconte quand même la petite affaire d'Evergreen. Evergreen, c'est la journée d'absence. Qu'est-ce qu'une journée d'absence ? C'est une journée dans cette université d'Evergreen, c'est le nom de l'université, c'est une journée où les Blancs n'ont pas le droit de venir. C'est ça la journée d'absence. Et donc, on décide, le 20 décembre, les Blancs ne viennent pas sur le campus. Vous imaginez si on disait ça d'une autre race, si on disait ça des Noirs, des Jaunes, que sais-je, c'est extraordinaire. Donc les Blancs n'ont pas le droit de venir, journée d'absence. Et vous avez un professeur qui était pourtant un juif démocrate, libéral, enfin vraiment le parfait disciple de ces intellectuels libertaires, eh bien, qui a dit, non mais attendez, on va où là? C'est complètement ridicule, je vais voir tous mes étudiants aujourd'hui. Eh bien, il n'a pas pu faire court, il a dû partir. Il a dû démissionner de cette université d'Evergreen. Et donc, vous avez un certain nombre d'intellectuels américains qui à ce moment se sont révoltés en disant « mais c'est quoi ça ? Ça va être quoi la journée d'absence demain ? Qui n'aura pas le droit de venir ? Alors ce seront les hommes un jour qui n'auront plus le droit de venir. Là, c'est les Blancs, mais ce sera sans fin. Puis un jour, c'est les profs qui n'auront plus le droit de venir parce qu'ils sont oppressants pour les étudiants. » Eh bien donc, cette journée d'absence d'Evergreen, notez-le bien, c'est très important parce que c'est là, vous voyez, « end white supremacy ». La fin de la suprématie blanche. On est dans une espèce de guerre raciale et de guerre sexuelle, en même temps la guerre du genre, comme il l'appelle, qui fait que l'Amérique a des fractures qui risquent quand même de considérablement l'affaiblir. Et donc, parallèlement à cette journée d'absence, il y a la cancel culture, la culture de l'effacement.
Et donc, quelqu'un qui a tenu des propos problématiques, pour reprendre cette expression très américaine que je n'aime pas du tout, mais j'ai trouvé que l'image était amusante, a été effacé, cancel, effacé. Il n'a plus le droit de s'exprimer, il n'a plus le droit de parler, il n'a plus le droit d'enseigner, il n'a plus le droit d'écrire. Vous avez un rédacteur en chef, figurez-vous, d'un journal de la côte est américaine, qui a donné la parole à un homme accusé d'agression sexuelle et ensuite totalement innocenté. Parce que les hommes accusés d'agression sexuelle, de temps en temps c'est vrai, puis de temps en temps c'est pas vrai, tout le monde sait ça. Eh bien, il a été totalement innocenté, et donc le fait d'avoir donné la parole, c'était trop. Parce que quand même, il a été accusé. Innocenté, aucune importance, il a été accusé. Puis c'est un homme, puis il était blanc. Alors ça fait beaucoup quand même. Et donc, figurez-vous que ce rédacteur en chef a dû démissionner du journal. Pourquoi ? Eh bien, parce que la direction du journal a été l'objet de telles pressions médiatiques, de telles pressions, Twitter, tous les trucs, tous les machins, les types étaient harcelés. Et donc, au bout d'un moment, ils ont dit au rédacteur en chef, tu pars. Tu pars parce que nous, on supporte plus cette pression-là. Vous vous rendez compte, ça va extrêmement loin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec ce que fait Darmanin pour la dissolution de génération identitaire, il n'y a pas de délit. Simplement, il y a le délit d'opinion. Il n'y a pas eu de violence, personne n'est mort, personne n'a été blessé, personne s'est fait taper dessus, mais il y a le délit d'opinion. Ils sont contre l'immigration. Et donc, on va être cancel d'un jour parce qu'on sera contre l'immigration, même si on rajoute illégal. Je suis contre l'immigration illégale, dit-on très, très prudemment à certains moments. Eh bien, même ça, c'est défendu, c'est interdit. C'est quand même extrêmement grave ce qui se passe. Et donc, aux États-Unis, ça va encore plus loin qu'en France. Mais n'oubliez pas que la propre femme de Lionel Jospin, peu suspecte d'être proche de la manif pour tous, ou peu suspecte d'être proche des milieux catholiques, eh bien, a été interdite de conférence à Bordeaux, dans une université à Bordeaux. Elle devait parler de la PMA. Elle est opposée à la PMA. Elle a bien le droit d'être opposée à la PMA. Eh bien non, elle n'a pas eu le droit de parole. Il y a eu des pressions terribles des mouvements LGBT et autres au sein de cette université de Bordeaux. Et la femme de Jospin, ça y est, son nom revient à Gazinski, qui est une philosophe parfaitement reconnue, qui a d'ailleurs toujours été extrêmement prudente sur ces problèmes de filiation, n'a pas pu faire sa conférence. Où est-on ? Eh bien, on marche sur les traces des États-Unis. C'est pour ça, au-delà de la fin de l'hégémonie américaine et au-delà de la culture de l'interdit, de la liberté d'expression qui est en train d'être gravement menacée aux États-Unis, c'est nous, ensuite, qui risquons d'être atteints. Et donc, on est rentré dans cette dictature des minorités. Et là, vous avez donc tous les lobbies LGBT. Hein, quand on voit ces jeunes filles au premier plan, on a vraiment envie de les avoir comme belles filles. Et donc, toutes ces minorités sont en train d'exercer une pression, et c'est très nombreux aux États-Unis. Il y a toujours eu des minorités sexuelles aux États-Unis qui sont fortes, mais là, elles sont en train de prendre le pouvoir. Et donc, pour la première fois, d'ailleurs, Biden a nommé un ministre transgenre, comme on dit dans le langage moderne. C'est-à-dire que là, les États-Unis sont en train de s'orienter. Alors, vous me direz, je parle plus de politique intérieure américaine que de géopolitique américaine, mais je pense que c'est lié. Je pense que c'est lié parce que la virilité, en quelque sorte, terme qui peut me valoir une condamnation, on ne sait plus, de l'hégémon, de celui qui fait l'hégémonie, et je ne suis pas pour l'hégémonie américaine, je pense qu'elle a produit beaucoup de malheurs et de catastrophes, notamment au Proche-Orient. Mais cette hégémonie, il faut l'analyser, elle est le résultat d'un peuple sûr de lui, sûr de sa puissance, sûr de sa force, et c'est sa destinée manifeste. Or, est-ce qu'aujourd'hui, que cette dictature des minorités, cette destinée manifeste, n'est pas remise en cause, voyez-vous ? Et ce qui est le drame, c'est qu'en face, la plupart des gens se couchent. Et j'ai trouvé une sorte de dimitude, vous savez, vous connaissez le mot dimitude, là, c'est le titre de cette image. La dimitude, c'est dans l'islam la soumission à l'islam. Une fois que les musulmans étaient devenus majorité en Syrie, en Irak, en Turquie, il y avait la dimitude, c'est-à-dire en Algérie, enfin dans toute l'Afrique du Nord. Tu te tais, tu es un soumis, la dimitude, la soumission, et à ce moment-là, eh bien, tu t'en sortiras vivant. Et si tu ne rentres pas dans la dimitude, tu meurs. Et donc, la dimitude, c'est ça, c'est-à-dire la cancel culture. Ils ont envoyé Apologibos, le bureau des excuses, et les gens que vous voyez là se promènent avec leur colonne vertébrale. Et donc, ils donnent leur colonne vertébrale et il faut la déposer, et après, on n'est plus rien, on a cessé de résister. On se laisse faire, on met un genou à terre,
ou pire. On met à genoux à terre, on se couche par terre, on n'a plus de colonne vertébrale, c'est terminé. C'est la dictature des minorités, c'est la victoire des minorités. Et tout ceci, ça va être très intéressant, enfin c'est très triste, mais ça va être très intéressant de voir quelles seront les conséquences sur cette notion d'hégémonie américaine. Et pour finir sur ce coup d'État, c'est pas un coup d'État, c'est une plaisanterie tout ça. Bien sûr, je pense que tactiquement Trump a eu tort. Trump a eu tort parce que je crois qu'il avait une vraie chance dans 4 ans de revenir, et là je crains qu'il l'ait gâché irrémédiablement. Il ne fallait pas qu'il leur lance un appel à manifester. Et j'observe quand même que tout ce qui s'est passé au Capitole, il y a eu 2-3 morts quand même dans des conditions assez obscures. C'est pas très clair ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont rien saccagé. Par rapport à l'Arc de Triomphe chez nous, quand nos racailles de banlieue et puis que les Black Blocs s'en sont mêlés, ça a été autre chose comme violence. Donc c'était évidemment pas un coup d'État, c'était une manifestation qui a un peu dégénéré, qui s'est fini, entre parenthèses, pour la plus grande nation du monde. Ne pas être capable de mettre un cordon de policiers suffisant devant le Capitole, c'est quand même assez surréaliste. Quoi qu'il en soit, c'était pas un coup d'État, tout s'est arrangé. Nous avons l'ami Joe et sa femme, tous avec les bons masques comme il faut, parce que Trump était méchant, parce qu'il disait qu'il fallait pas arrêter l'économie, qu'il fallait pas créer des millions et des millions de chômeurs, de faillites, de suicides et de dépressions pour une maladie qui tue moins de 0,1% des gens. Et donc, mais tout est bien dans l'ordre. Et donc sa vice-présidente et son mari sont là à côté, tous bien masqués comme il faut, tout s'arrange. Mais donc aujourd'hui, on arrive à ces 2 Amériques. Cette Amérique-là, qui est en train de devenir minoritaire. L'Amérique blanche, alors j'ai mis une photo un peu provocatrice, parce qu'ils portent le drapeau sudiste, mais d'ailleurs, au signal qu'ils sont rentrés, le tableau que vous voyez au mur, la statue que vous voyez là, sont absolument intacts. Il n'y a eu aucune violence, aucune destruction à l'intérieur. Ça, on l'a pas beaucoup souligné. Mais cela étant, c'était quand même une erreur stratégique, je pense, de la part de Trump, qui risque de lui coûter le fait qu'il ne pourra peut-être pas reconcourir à nouveau dans 4 ans. Mais en tout cas, on a affaire à 2 Amériques. Et donc, après la cancel culture et après la journée d'absence, il y a une autre expression qu'il faut qu'on comprenne bien, pour suivre ce qui se passe aux États-Unis. Et comme ça reste encore la plus grande puissance du monde, pour l'instant, eh bien, il faut qu'on suive bien ça. We stay woke, nous restons éveillés. Et là, vous voyez toutes les minorités qui sont là, nous restons éveillés, le woke, la culture du woke. C'est le grand mot à la mode aujourd'hui aux États-Unis. Et quand vous comparez avec ça, vous vous dites que vraiment, il y a 2 Amériques. Et cet affrontement entre les 2 Amériques aura nécessairement des conséquences géopolitiques. On va voir quelle ampleur ça va prendre. Est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que, ce qui n'est vraiment pas démontré, ou est-ce qu'au contraire, ça va prendre de plus en plus d'importance. Et pour finir, et ça va nous entraîner la prochaine fois vers la conférence sur la Chine, au mois de mai, le piège de Thucydide. Qu'est-ce que le piège de Thucydide? Je vous ai mis une carte de la Chine, avec notamment ces traits qui entourent la mer de Chine. C'est la revendication géopolitique chinoise. À l'heure actuelle, là, c'est à nous, ça nous appartient. Et dedans, vous avez Taïwan quand même. Donc, ça n'est pas rien. Taïwan, cette île chinoise qui a servi de refuge aux nationalistes en 1949 après leur défaite contre les communistes de Mao Tse-tung. Et qu'est-ce que le piège de Thucydide? Et je termine par là. Thucydide, vous savez, c'était un très grand historien grec, peut-être le premier historien de l'histoire, qui a écrit un livre qu'on trouve facilement, d'ailleurs en livre de poche, la guerre du Péloponnèse. Et cette guerre du Péloponnèse, qui a ruiné la Grèce, eh bien, elle a opposé Sparte à Athènes. Et pourquoi a-t-elle éclaté? Parce que jusqu'à présent, c'était Sparte qui dominait le monde méditerranéen et qui dominait la Grèce, parce que c'était des villes, c'était pas encore un pays. Et en face, vous aviez Athènes. Il y avait bien d'autres choses qu'Athènes, mais c'était les 2 grandes villes, Sparte et Athènes. Et puis petit à petit, Athènes a rattrapé son retard. Et petit à petit, Athènes a commencé à éventuellement envisager de dominer Sparte. Et donc, Sparte a déclenché la guerre du Péloponnèse. C'est le piège de Thucydide. Thucydide explique ça dans son livre. Une nation déclenche une guerre parce qu'elle est menacée d'être supplantée par une autre. Très intéressant, suivez mon regard. Et donc l'Amérique aujourd'hui est clairement menacée d'être supplantée, non pas par la Russie, non pas par l'islam non plus, même si l'islam est dangereux, mais pour bien d'autres raisons, pour des raisons géopolitiques, qui font que la Russie et notamment les États-Unis s'opposent au Proche-Orient. Mais ce n'est pas l'islam qui va détruire l'Amérique.
et qui va dominer l'Amérique. Et c'est pas davantage la Russie qui va détruire l'Amérique et qui va dominer l'Amérique. Ça n'est pas possible sur le plan géopolitique. Et puis l'islam lui-même est divisé, donc tout ça n'a pas de sens. Par contre, la Chine, ça c'est un sujet. Parce que la Chine veut dominer le monde. Mais la grande différence avec les États-Unis, c'est qu'elle ne considère pas qu'elle a une destinée manifeste. Elle veut simplement devenir commercialement, et non militairement. Même si elle s'est dotée du coup d'une grande armée, parce qu'il faut assurer ses arrières, et puis on ne sait jamais. On peut devenir offensif au bout d'un moment. Quoi qu'il en soit, la Chine veut commercialement dominer le monde. Et l'Amérique ne peut pas l'accepter. C'est pour ça que Trump a déclenché les hostilités contre la Chine à sa façon. Mais de ce point de vue-là, moi, si j'étais américain, je l'approuverais à 100%, en disant, mais on domine le monde, les Chinois risquent de nous dépasser. Et donc, c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans les années qui viennent entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ça, aujourd'hui, la fin de l'hégémonie américaine. Ils n'ont plus envie, c'est entendu, moins envie en tout cas. Mais ils risquent de toute façon d'être un jour dépassés par la Chine. Et c'est tout l'enjeu des décennies à venir et peut-être des toutes petites décennies. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce qui va se passer dans le monde entre les États-Unis et la Chine. Je vous remercie. Je vous demande pardon, ça a duré 1h35, mais je vois que personne n'a quitté la pièce, comme on dit, je ne sais pas comment on dit. Et donc, ça prouve que j'aurais vu le chiffre décroître, je me serais inquiété. Mais le chiffre est resté remarquablement stable. Et donc, je vous remercie. Et donc, je n'hésiterai pas à déborder un petit peu aussi la dernière fois. Je sens que j'ai votre quitus, mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alors, je regarde les questions. Monsieur, le militaire à genoux sur la photo du Quincy. Ah, merci, parce que je ne savais pas qui c'était. Et le colonel William Eddy, qui est aussi l'interprète arabe-anglais. Merci beaucoup, monsieur, et félicitations pour vos connaissances approfondies sur le sujet. Monsieur, les premiers résistants afghans ne sont pas devenus les islamistes et les talibans, rien à voir. Oui, je suis d'accord. J'ai fait un raccourci, mais je ne pouvais pas non plus faire une conférence complète sur la guerre en Afghanistan. Mais cher monsieur, vous m'avez déjà envoyé beaucoup de messages, je vous connais maintenant. Et vous avez parfaitement raison, je sais que vous connaissez très bien l'Afghanistan et je subodore que vous avez été militaire français en Afghanistan. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Au début, ce sont des Afghans qui ne veulent pas voir des chars soviétiques chez eux. Simplement, vous ne pouvez pas me contredire sur le fait qu'au bout d'un moment, ce sont devenus des islamistes. Alors peut-être les premiers sont morts, ce sont des nouveaux. D'ailleurs, ça a été le premier djihad international. C'est la première fois que des Saoudiens et même des gens d'Afrique du Nord sont venus en Afghanistan pour faire le djihad contre le mécréant soviétique. Donc ça, c'est quand même une réalité. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais au bout d'un moment, ça a eu à voir, malheureusement. Et donc Ben Laden, ça a quand même été créé. Milai, en mars 68, me dit le même monsieur du Quincy, massacré par les troupes US, 507 femmes et enfants. Tout à fait, j'ai cité Milai, je suis passé vite, mais en effet, les femmes et les enfants ont été massacrés par les troupes américaines. Et le capitaine, qui était à la tête des troupes américaines qui ont fait ça, a dit après, mais moi, de tous les côtés, je recevais des grenades de gamins de 10 ans. Comment je fais? Au bout d'un moment, j'ai identifié ce village comme étant un centre Viet Cong. Alors, ce n'est pas tout à fait notre sujet, mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle il l'a fait. Mais merci pour cette précision. Alors, quid de l'enjeu pour l'Union soviétique de l'accès aux mers chaudes et quid des ressources naturelles minières en Afghanistan? L'Afghanistan a toujours été un endroit absolument stratégique, aussi bien pour l'Union soviétique, mais la Russie maintenant, que pour les États-Unis. Ça a été très important et ça le restera toujours. C'est sur la ceinture sud de la Russie et donc, au-delà des ressources minières qu'il y a en Afghanistan, il y en a, c'est pas l'enjeu essentiel. L'enjeu essentiel est stratégique. Pour les Américains, c'est une façon de ceinturer la Russie. Et pour les Russes, c'est une façon d'avoir accès aux mers chaudes. C'est pour ça que l'Afghanistan sera toujours un enjeu important et j'avoue que je ne comprends pas l'idée américaine de quitter l'Afghanistan. Ils vont donner le pouvoir aux talibans et je ne crois pas que sur le plan stratégique, ce soit une bonne idée, mais je ne suis pas sûr que les Russes en éprouvent beaucoup de tristesse. Alors, j'ai quelques remerciements de conférences intéressantes, passionnantes, très intéressantes. C'est très gentil, mais je vais passer. Qu'en est-il de l'échappée de Rudolf Hess en 1941 en Angleterre? Alors là, je veux dire que cette question m'étonne un tout petit peu parce que franchement, c'est pas le sujet.
Pourquoi était-il tenu au secret? Moi, je crois tout simplement, mais c'est pas le sujet, mais on va me poser la question. Je vais vous répondre, cher monsieur. Je crois tout simplement que Rudolf Hess était en mission par le Führer pour négocier une paix séparée avec l'Angleterre. Et comme il fallait pas qu'on dise que le Führer voulait une paix séparée avec l'Angleterre, on l'a tenu au secret, mis en prison toute sa vie. Il n'a jamais pu en sortir parce qu'il est détenteur de secrets importants. Mais donc, pour moi, il était l'envoyé d'Hitler pour négocier une paix séparée avec l'Angleterre. Voilà. Alors, les Américains n'ont-ils pas colonisé l'Ouest en décimant les Indiens? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Les Américains ont colonisé l'Ouest en décimant les Indiens. Pourquoi ont-ils décimé les Indiens? D'abord, il y avait une certaine forme de racisme à l'époque. Ce côté blanc dominateur, ça ferait plaisir à Black Lives Matter que je dise une chose pareille, mais c'est une réalité historique. Ils considéraient que ces Indiens, qui n'avaient jamais rien fait sur le plan civilisationnel et qui sur le plan religieux étaient des païens invétérés, ils ont eu beaucoup de mal à se convertir, tellement le christianisme était éloigné de leurs préoccupations. Et donc, ils n'ont pas pris de gants avec eux, et ils ont considéré qu'au bout d'un moment, c'était un obstacle à la destinée manifeste, et ils les ont exterminés le plus tranquillement du monde. Et quand ça n'a plus été un danger, à ce moment-là, ils ont dit « Oh ben, on va leur donner la nationalité », une fois qu'ils étaient bien exterminés. Mais les Américains, effectivement, ont clairement génocidé les Indiens. Vous n'avez pas dit un mot du traité de Versailles. C'est vrai, j'ai pas dit un mot du traité de Versaillie. Mais vous savez, j'ai déjà parlé 1h30, ne soyez pas trop cruel avec moi. C'est pas facile. Ah, le même personne rajoute, cela étant, bravo et merci. C'est gentil, parce que là, j'étais un peu triste que vous pensiez ça. J'ai pas dit un mot du traité de Versailles, qui n'a pas été ratifié d'ailleurs par les États-Unis, je vous rappelle. Mais ça a été, alors vous dites la plus désastreuse des interventions américaines. Oui, c'est surtout la France qui a été désastreuse dans son traité de Versailles, parce qu'avoir détruit l'Empire austro-hongrois comme on l'a fait, ça a été terrible. Et donc, je pense, moi, qu'il y a eu beaucoup de conséquences funestes dans ce traité de Versailles, mais les Américains ne sont pas responsables de tout dans l'histoire. Ils ne l'ont pas ratifié, je rappelle. Ils sont responsables quand même d'un certain nombre de choses. Mais la destruction de l'Empire austro-hongrois, ce sont quand même les Français qui l'ont voulu. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis à peu près arrivé au bout des questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. Et je n'ai plus la date en tête, mais je suis sûr que vous l'avez noté. De toute façon, Odeya, qui fait très bien les choses, va vous rappeler tout ça. Et donc, la prochaine fois, nous allons nous pencher sur nos frères arméniens et le drame qui leur est encore arrivé récemment. Et donc, on va se pencher aussi sur la géopolitique de l'Arménie, qui va nous entraîner également sur les relations entre Russes, Américains et Turcs, bien sûr. Et donc, la prochaine fois, pour parler de nos amis arméniens. Je vous remercie. Au revoir.